Ben, Tac. c'est parti. Ben allez. Bon, donc bonsoir, on est là avec Thibaut et Denis pour vous parler un peu d'un sujet qu'on traite pas beaucoup, c'est la maintenance et quelles espèces, les espèces d'invertébrés non symbiotiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas besoin fondamentalement de lumière pour vivre, quoi. Voilà, bon, je te laisse la parole, Thibaut. Très bien, très bien. Ben, bonjour tout le monde, du coup, hein, salut le chat. Voilà, donc aujourd'hui, on va animer cette petite réflexion sur les invertébrés non symbiotiques. Alors, je précise, c'est volontairement que j'ai appelé ça une réflexion, hein, parce que je rappelle que c'est un sujet encore très de niche, même si j'ai pu avoir un petit peu d'expérience avec. Il y a encore énormément de choses à apprendre, hein, de toute façon. Et voilà, j'espère qu'avec le chat, on pourra un petit peu échanger pour trouver nos petites idées là-dessus. Réflexion aussi parce que forcément, même si j'ai certaines convictions que j'ai développées par l'observation, beaucoup de choses seront à prendre à caution, hein, durant ce live, forcément. Euh, bon, ben, je vais commencer à présenter. Alors, non pas moi, mais déjà, regardez les petites photos que je vous mets sous les yeux ici. Alors là, on est donc sur des noms symbiotiques de Nouvelle-Calédonie, donc qui ont été pris en photo par ma compagne qui pratiquait énormément la plongée sous-marine. Voilà, donc là, je vous présente dans l'ordre ce magnifique Tubastrea blanc que je n'ai jamais retrouvé de documentation à ce sujet. En fait, vraiment, c'est un animal assez fascinant. Voilà, Dendroneftia, très connu, hein, avec ses petites sclérites faciles à voir, sclérites colorées, et une gorgone ici que j'ai pas encore vraiment réussi à identifier, hein. Voilà. Alors, bon, pourquoi est-ce que je suis tombé dans ce sujet? Alors, je précise une chose pour mon parcours, comme ça. Euh, Depuis que je suis jeune ado, je pratique l'aquariophilie, la terrariophilie, enfin voilà, l'aquariophilie d'eau douce surtout. En fait, avant même de commencer le récifal, j'étais très très intéressé par les non symbiotiques. Pour deux raisons. Déjà parce que j'avais conscience à l'époque que c'était déjà des très beaux animaux et très complexes à maintenir, hein, donc un peu comme une nouvelle frontière. Et aussi parce que je suis originaire pas loin de Toulon, hein, dans le bassin méditerranéen. L'air de rien, on a des très belles gorgones et c'est vrai que ça m'avait toujours fasciné l'idée de pouvoir maintenir un jour ces animaux durablement et peut-être les faire prospérer en aquarium. Accessoirement, je travaille, donc je vis dans le Pays Basque à l'heure actuelle, je travaille à l'aquarium de Biarritz. Alors, pas en tant qu'aquariologiste, je préfère le préciser, mais en tant qu'animateur, hein, voilà, pour transmettre un peu de culture scientifique. Voilà, et il se trouve que d'ailleurs, je remercie un petit peu l'appui des collègues qui ont su pas mal m'aider et me conseiller dans ma démarche. Donc là, je pense que... Alors, dernier point quand même que je tiens à préciser, et ça c'est une expérience que je tiens de la terrariophilie, c'est beaucoup d'espèces quand même sont labellisées difficiles. Bon, je pars pas du principe qu'il existe foncièrement des espèces difficiles par elles-mêmes, hein. Je pars juste du principe qu'il y a des espèces qui ont des besoins parfois très particuliers, et quand on les remplit, généralement, ça fonctionne, quoi, tout simplement. Bien, alors, sur ce, diapo suivante. Ouais? Précision, ce que vous avez sous les yeux est mort. Voilà. Désolé de péter l'ambiance. Voilà, donc là, je vous présente de gauche à droite. Alors, ça, c'est des animaux que j'ai récupérés dans les poubelles du Poisson d'Or. Enfin, il y a un moment où, forcément, ils nettoyaient leur bac à coraux, et ça, c'est des fragments d'individus qu'ils avaient eu un moment en vente, et qui, du coup, j'ai un des collègues qui est passé dans le Nord et qui a pu les récupérer. Voilà. Alors, ça, c'est-à-dire, ça va être un premier point que je vais énoncer concernant les non-symbiotiques. C'est que généralement, je vous déconseille de faire des craquages, on va dire, quand vous tombez sur des non symbiotiques, que ce soit en boutique VPC ou directement, parce que si ces animaux ont passé des mois dans un bac de vente sans être suffisamment nourris, en fait, ils se rabougrissent petit à petit. Vous voyez, le Tubastrea, par exemple, de droite, même si j'ai réussi à le faire manger un petit peu à la béquée, en fait, il avait juste tellement plus de tentacules, ils étaient tellement atrophiés qu'ils n'étaient même plus capables de manger, hein. Voilà. Pareil pour cette gorgone du milieu, que j'attribue à Guiaia Gorgia Anas, même si c'est difficile d'en être sûr. Voilà, voilà. La Dendroneftia. Alors, je vous laisse imaginer, ce pied, il faisait environ 3 centimètres de haut, et vous voyez la taille des polypes comme elle est toute petite. Alors, pareil, hein, s'il faut, dans de bonnes conditions, il aurait gardé des polypes peut-être un peu plus grands. Ça, malheureusement, je ne peux pas le savoir. Bien. Alors, pour ce qui est mort, OK. Diapo suivante. Voilà. Alors là, ça va être l'élément que je considère comme ayant été
petit succès, on va dire, hein. Donc l'animal que vous avez là, ça fait presque 2 ans que je le détiens, hein. Donc voilà, donc elle est toujours là. Elle a malheureusement morflé à cause d'un épisode que je détaillerai un petit peu plus tard, hein, mais elle est en train de reprendre petit à petit. Donc voilà, vous avez les dates notées ici, hein. Donc voilà, on a un peu plus d'un mois. Vous voyez comme cet animal a pu reprendre quand même du poil de la bête, hein. Voilà, donc vous voyez par exemple, on voit bien ma souris? Oui, 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 oui. Voilà, donc là vous pouvez voir la petite fourche juste ici, comme comparaison. Donc c'est la fourche après que vous voyez juste là. Donc bon, on peut voir que quand même ça a bien gagné en épaisseur. Les polypes ont par eux-mêmes beaucoup augmenté en taille, en force aussi, parce que j'ai pu constater une meilleure capture des proies à l'œil nu en fait, hein, sur la droite, hein. Cet animal me bouffait des quantités de Nauplidartemia assez démentielles. D'ailleurs, là, on peut voir qu'elle est dans le nuage de Nauplidartemia. Voilà, voilà. Ménéla qui est quand même, voilà, Ménéla SP jaune, hein, évidemment, hein. On n'a pas assez de détails sur ces animaux quand on les reçoit dans le commerce, malheureusement. Mais voilà, il n'empêche que ça reste un animal très résistant et honnêtement, pour une gorgone, c'est une gorgone que je recommanderais si vous voulez vous lancer dans l'aventure, hein, tout simplement. Voilà. Bien sûr, pour être un peu sérieux, je vais citer mes sources, hein. Là, je vais vous montrer plus ou moins les ouvrages sur lesquels je me suis appuyé. Voilà. Alors je note, voilà, donc là, on est sur les sources, on va dire, plutôt occidentales. Euh, Première source que je mentionne, donc la vidéo que vous avez en haut, c'est la vidéo de Matt Wandel, qui est donc qui gère de mémoire l'aquarium de l'Académie, je vais y arriver, des sciences de Californie. Voilà, et donc cette vidéo parle des non-symbiotiques et de quelques élevages de poissons d'eau profonde. Ce gars, il est très intéressant. Il a fait aussi une autre vidéo que je recommande beaucoup. Je crois qu'il s'intitule Comment élever les poissons difficiles. Alors bon, c'est de l'anglais, hein, mais voilà, il présente des choses assez intéressantes là-dessus. Bon, il précise qu'il a quand même pas mal de galères avec son aquarium de coraux non symbiotiques, mais voilà, je trouve que c'est un bon cas à étudier. Voilà. Après, oui. ouais, Attends, excuse-moi Thibaut. Là, il y a Erwan qui demande comment différencier les gorgones symbiotiques et les non symbiotiques. Je pense qu'il faut connaître les espèces, quoi. alors franchement, il faut connaître les espèces. C'est assez facile, je trouve, de reconnaître les gorgones non symbiotiques, enfin les gorgones symbiotiques, pardon, parce que ben il y a les espèces caribéennes qu'on trouve énormément dans le commerce, hein, qui ont parfois des belles couleurs pourpres, hein, que ce soit Gorgonia ventalina. Oh punaise, faudrait vraiment que je retrouve les noms, mais bref, il y a beaucoup d'espèces pourpres avec vraiment des tout petits polypes qui sont symbiotiques. Et souvent, bah, les gorgones symbiotiques, elles vont être de couleur un peu brune et pas forcément très très belles, je trouve. Enfin, en vrai, je trouve que c'est des animaux sympas, hein. Je pense en vrai, c'est quelqu'un qui veut se monter un aquarium à hippocampe, des gorgones symbiotiques, ça peut être un vrai régal, hein, clairement, mais bon, voilà. C'est moins coloré quand même, grossièrement, je trouve. Mais voilà, mais ouais, il faut connaître les espèces. Bonne Merci. question. Après, peut-être, je ne sais pas si tu vas l'aborder là, mais peut-être préciser ces histoires d'identification justement par les sclérites, Ouais, puisqu'on n'a pas de squelette c'est pas continu. faux. Ouais. Mm. Ouais, ben là, je peux te laisser un peu détailler, Denis, du coup. Oui. Euh, alors, Erwan, moi, je te conseille d'aller voir un bouquin qui est en ligne. Enfin, c'est un PDF aujourd'hui là sur les sea fans, donc les gorgones. C'est par deux biologistes australiens. Et eux, ils expliquent comment différencier les. Alors, ils parlent surtout des octocorallières, hein, donc tous les actionnaires, les gorgones. Et, et donc, ils expliquent comment les différencier. Et en fait, on peut aller jusqu'au genre assez facilement de visu. Mais après, pour aller jusqu'au niveau de l'espèce, eh bien, il faut analyser les sclérites et la forme des sclérites, leur forme évolue en fonction de la base, du bout de branche, ainsi de suite. Tu peux, Donc il faut faire une analyse assez fine, quoi. tu peux rappeler ce que c'est que les sclérites, s'il te plaît, Denis? Alors les sclérites, ben, de la même manière qu'un corail dur a un squelette continu, les coraux mous peuvent ou ne pas, ou pas, mais souvent ils ont un squelette qui est discontinu et formé de petits bouts de carbonate de calcium, donc on appelle les sclérites. Et ces sclérites ont des formes, des tailles et des formes très différentes, et ils sont identifiés sur des bases de données, quoi. Donc J'allais dire, il y en a derrière toi des sclérites. On les voit là sur le Dendroneftia. voilà, oui, Ouais. dans la photo d'arrière-plan, donc on les voit. Sur les dendronephtères, on les voit très bien parce que
l'animal, il est transparent. Sur certaines gorgones, on peut les faire ressortir, mais c'est pas possible sur tout, quoi. Donc, Mm. visuellement, on arrive au niveau du genre. Euh, on arrive à cerner à 3, 4 ou 5 espèces près les espèces, puis après, il faut aller plus loin. Ce qui est déjà pas Effectivement. mal. Mm. ok. Merci, Denis. Tac, tac. Du coup, ouais, article Reef Builders, alors qui pour moi est un peu dans la continuité des deux autres articles, donc avec l'alimentation des dendrophilidés. Donc je rappelle, dendrophilidés, ça va être Dendrophilia et bien sûr les très connus Tubastrea notamment. Ensuite, alors un article très intéressant sur Leptogorgia sarmentosa de mer Méditerranée. Alors d'ailleurs, je précise une chose, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de bonnes études quand même sur les espèces de gorgones de Méditerranée. En tout cas, il y a plus de données et ça permet de bien comparer en gros les tailles de polypes par rapport aux gammes de proies qu'elles consomment. Enfin, je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher à la pêche aux infos sur les non symbiotiques de mer Méditerranée. Euh, Ensuite, l'autre article, c'est concernant l'alimentation de Dendroneftia australis, qui lui, pour le coup, est une espèce plutôt bien étudiée. C'est une espèce de Dendroneftia d'eau tempérée, en fait, qu'on retrouve au sud de l'Australie. Et alors, dernier lien, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, un lien sur les éponges quand même, parce on va aborder peut-être éventuellement quelques autres espèces d'invertébrés. Voilà. Puis après, quelques livres que je recommande pas mal hein, pour un petit peu plus parler voilà, où j'ai pêché des infos un peu plus générales, on va dire, que ce soit par exemple sur la capture d'acides aminés, sur les vitesses de courant. Voilà. Je me suis un peu intéressé au livre de droite, donc Reef Corals Identification pour les Caraïbes, en fait, parce que on importe pas mal d'espèces de non-symbiotiques des Caraïbes, voilà, telles que Diodogorgiano dulifera et les gorgones Swiftia aussi. Voilà, voilà. Diapo suivante, sans transition. Bon, quelques sources sur la culture de nourriture, on en reparlera sûrement à la fin, hein, mais bon, clairement, cultiver des nourritures suffisantes pour ces animaux, ça me paraît être quand même le nerf de la guerre. Personnellement, je fais partie des gens qui sont pas du tout réticents à cultiver pas mal de nourriture vivante pour les animaux, voilà, parce que bon, en tant que terrario, j'élevais toujours énormément d'insectes pour nourrir mes lézards, mes amphibiens. Pareil, en eau douce, j'ai fait aussi un petit peu d'équilibre pendant un temps. Et bon, du coup, il y a des moments où je cultivais des daphnias, enfin des daphnies beaucoup plus que mes poissons n'étaient capables d'en manger. Mais bon, voilà, on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, premier lien sur la culture de ciliés, on va en reparler, mais les ciliés, à mon avis, pourraient avoir un rôle assez important hein, pour les non-symbiotiques. Et l'autre article concerne une espèce de culture assez innovante, alors qui m'évoque un peu l'aquaponie hein, en un sens, avec culture dans un bassin de copépodes et de l'autre côté de phytoplancton avec un déversement continu. Donc, je pense qu'on en reparlera, ça peut être intéressant voilà, tout simplement peut-être pour nous inspirer pour plus tard. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, le livre de la FAO qui est quand même une sacrée bible, hein, on va dire, pour élever de la nourriture. Tac. Là, je montre une partie qui peut laisser sceptique, mais qui m'intéresse beaucoup personnellement, à savoir, ayant constaté que en Europe, aux États-Unis, on avait quand même pas mal de galères à maintenir ces non symbiotiques, je me suis intéressé un petit peu à ce qui se faisait en Asie notamment, et il semblerait que les Chinois aient développé d'assez bonnes techniques pour maintenir les non symbiotiques. Voilà, donc la photo de gauche, elle est tirée de la toute première vidéo que vous avez vue, donc d'un certain Wang Ho, qui voilà, a fait une très très bonne vidéo en anglais sous-titrée pour présenter comment il élève assez simplement hein, son bac à Gorgone. Et il explique aussi comment en Chine, de manière générale, ils ont une approche assez différente de ces animaux par rapport à chez nous. Voilà, voilà. Alors, Wang Ho, franchement, comment dire, le souci avec lui, c'est qu'il a lâché une bombe nucléaire il y a 2 ans en annonçant à la fin qu'il allait refaire des vidéos et tout ça. Il a toujours pas fait. Bon, il n'empêche que ça peut laisser sceptique, mais bon, j'ai quand même plus ou moins appliqué sa méthode et ça semble marcher. Alors, pour moi, ça reste une base intéressante. Je pense surtout que ça reste une base intéressante dans le sens où c'est pas forcément utile de systématiquement reproduire les mêmes recettes qui marchent pas forcément. On le détaillera plus tard, mais voilà, ça peut être intéressant de chercher des méthodes assez différentes qui font de sacrés contre-pieds, mais qui semblent quand même fonctionner. Euh,
L'article de Reef to Reef juste après, pareil, hein, donc un aquarium chinois, donc celui de droite de l'utilisateur Dragon Lee, hein, qui semble maintenir pas mal d'espèces. Voilà. Alors, truc qui me pose un petit peu souci avec sa maintenance, ça, c'est que par exemple, il détaille la nourriture qu'il donne, mais pas enfin, pas sur la quantité. Et ça, je trouve que c'est quand même bien, bien dommage. Tac, tac, voilà. Un article Reef Builder qui résume un petit peu, voilà, les deux points précédents. D'accord. On est bon? Ouais. Là, j'ai une question qui me passe par la tête. Les Ouais. non-symbiotiques comme ça, là, comme c'est vague, les taux de nutriments sont comment dire, ils sont aussi pertinents qu'avec les coraux symbiotiques ou on s'en fout Alors, qu'est-ce que tu entends par enfin, nutriments? Parce que je crois pas que c'est de, justement un point que ouais, j'aborde ouais, plus enfin, tard. pas de nutriments, de, je vais dire de phosphate, nitrate, voilà. C'est pas Qui sont des vraiment des nutriments en soi. nutriments. Si on est une Ouais, plante, c'est de sacrés bons nutriments. ouais. Eh Mais ben, alors, ouais. est-ce que c'est important ou pas pour ces animaux? Alors, visiblement, d'après l'article de Dragon Lee et mon expérience à moi, pas du tout. Ah, mais vraiment, ces animaux, ils sont assez coriaces. Mais je vais en reparler un petit peu plus loin. D'accord, Voilà. merci. Oui, c'est vraiment, il semble pas trop exigeant de ce point de vue-là. Voilà. Bon, juste histoire un petit peu sémantique, c'est vrai qu'il y a pas mal de noms pour ces animaux, hein. Donc, par exemple, invertébrés filtreurs, non symbiotiques, coraux non symbiotiques, vous entendrez un peu tout et n'importe quoi. L'appellation NPS qui est assez intéressante. Alors, c'est vrai qu'on avait eu cette discussion hier. C'est vrai que NPS, ça peut ressembler à une contraction de Ouais, non-photosynthétique scléractiniane, même si PS peut aussi, ouais, voilà, comme tu disais, Denis, être plutôt une abréviation de non, enfin, ouais. photosynthétique. Il y a Alain Dudet qui nous regarde. Donc salut Ouais. Alain. Ah, salut Alain. Ça Voilà. fait plaisir. Bonsoir, bonsoir Alain. Ça fait grave plaisir. Alain, franchement, il va falloir que tu restes jusqu'à la fin parce que la partie sur le plancton va être assez décisive sur la fin. Voilà. Donc, non-photosynthétique scléractinienne. Ouais, bref, le terme NPS, même si ça réfère à scléractinienne, ce qui est complètement con parce que scléractinière, c'est que les coraux durs. À la limite, il y aurait les Et et- dendrophilidés. et il n'y en a pas beaucoup, oui. Oui, c'est ça. Donc, Mhm. ouais, les dendrophilidés et quelques proches parents, mais voilà, ça va se résumer là. Voilà. Donc, être benthique, sessile. Voilà, je rappelle, sessile, c'est l'inverse de vagile, hein. Un crabe, c'est vagile. Un corail, c'est sessile. Bon, après, nous, on aime bien classifier la nature avec des bonnes cases, hein. Je rappelle que une anémone, c'est sessile, mais parfois ça se déplace. Voilà. Et dépendre de la collecte de nourriture en suspension, évidemment. Alors là, je crois que la partie suivante, ça va être un petit peu pour essayer de parler un peu classification. Voilà. Petite illustration que j'ai fait moi-même, hein, d'ailleurs, voilà, pour résumer quand même. Je rappelle une chose, c'est que, alors, à moins que j'ai pas été au courant d'un gros changement taxonomique, les éponges, c'est vraiment l'embranchement qui est tout à la base du règne animal, hein, les porifera. À côté de ça, on va avoir des trucs très proches de nous, les vertébrés, comme les tuniciers, qui sont quand même des cordés. Alors, autant dire que forcément, une grande partie du monde animal a des taxons concernés, hein. Voilà, donc ça va être très très vague. Ça va être très important quand même pour retenir. Alors, attendez, je me repère dans mes anti-sèches. Là, Voilà, il y ça va être très... a, Ouais. je te pose au fur et à mesure. Il y a Erwan encore qui demande est-ce on peut maintenir des non symbiotiques dans un bac communautaire? Alors, je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Moi personnellement, ma Ménéla, elle se porte à merveille au milieu de coraux durs. Alors, en coraux durs, vu que je rappelle, hein, mon aquarium, pour l'instant, c'est un aquarium d'expérimentation. Je suis en train de mettre en place la future version qui sera au point. Mais bon, pour l'instant, il vit avec des colostrea, avec des sabelles, avec des sinularia et tout se passe très, très bien. Je vais le redétailler un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a certains non symbiotiques où il va falloir étudier le placement, hein, à la lumière, par exemple. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que, comme vous voyez la diversité des choses que vous avez sous les yeux, ça serait une erreur de penser qu'il faut tous les aborder de la même manière, hein. Clairement, voilà, ils mangent clairement pas tous la même chose, ils dépendent pas tous des mêmes expositions, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Oh, d'ailleurs, c'est vrai qu'en discutant hier, on avait dit les cirripèdes, il n'y a pas grand-chose qu'on voit dans nos aquariums. Alors, juste un petit truc, je me suis souvenu, en fait, vous voyez l'aiguille gorgia, vous voyez l'espèce de nodule qui est juste là, à la base? Ben, en fait, c'est un cirripède qui vivait dedans. Donc voilà.
Hmm. Sachez que vous trouverez souvent des petits animaux associés aux non-symbiotiques, hein. Voilà, des fois des parasites, mais des fois juste de simples commensaux comme ça, hein, parfaitement inoffensifs. Voilà. D'ailleurs, je le voyais attraper les Nopulartemia une par une, c'était adorable. Donc là, Tac, tac. on en avait parlé hier quand on s'entraînait, là. Les Ouais, cirripèdes, pour vous donner une idée, Les balanes, les pousse-pieds, voilà. les les balanes, les pousse-pieds pousse-pieds, et puis ouais. les balanes, Voilà, oui. si Ouais, vous avez déjà vu des pousse-pieds ou mangé des pousse-pieds, bah, vous pouvez dire, j'ai mangé des cirripèdes, ça fera, dans les dîners en ville, ça en jette un c'est petit ça, peu. Voilà, c'est ça, c'est ça. En le tenant avec le petit doigt levé comme ça, c'est très important, hein. exactement. Voilà. Alors, les cirripèdes, il y en a aussi pas mal qui sont parasites de crustacés notamment, hein, mais bon, on va pas trop s'y intéresser, je pense. Voilà. Tac. Alors, pourquoi je propose une partie sur les mythes, sur les non-symbiotiques, dans le sens où là, on va aborder tout plein de points sur leur maintenance, des points qui me paraissent justifiés ou pas. Euh, voilà, tout simplement parce que, bon, voilà, comme je dis, il y a parfois des recettes qui sont beaucoup répétées, qui sont pertinentes ou pas, bien sûr. Voilà. Ça, c'est vraiment mon côté animateur pédago, hein, qui parle parce que c'est vrai que j'aime bien présenter les mythes qui entourent les animaux marins aux visiteurs, hein. Et du coup, voilà, essayer de casser les mythes, mais de voir aussi que, bah, en réalité, il y a beaucoup de nuances de gris, hein, souvent, hein. Donc, ça, Je on verra ça au précise fur et à une mesure. chose, Thibaut, si vous allez au Pays Basque et que vous voulez visiter l'aquarium de Biarritz, vous avez de fortes chances de tomber sur Thibaut. Voilà. Voilà. Voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas, hein. Après tout, ça fait toujours plaisir de discuter avec des aquarios. Et puis, de toute façon, ça fait partie de mon métier de parler beaucoup avec le public, hein. Voilà. Ça fait partie de mes animations préférées, hein, d'ailleurs, d'intervenir directement auprès du public, hein, profane ou pas, hein, pour échanger. Voilà. Donc, sur ce, on va passer premier mythe. Voilà, c'est vrai que on associe systématiquement ces animaux à des environnements au moins de pénombre, on va dire. Et c'est vrai que beaucoup de gens qui se lancent à avoir des aquariums non photosynthétiques optent directement pour des éclairages très ténus et ne maintiennent généralement que des non symbiotiques Je ensemble. suis en train de Voilà. devenir non symbiotique. Moi, il va falloir que j'éclaire un peu la Ah pièce. mince, tant que tu manques pas de vitamine D, ça devrait aller. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc là, par exemple, ouais, c'est un peu vrai. Donc là, sur la gauche, voici une photo qui a été prise sur un mont sous-marin. Voilà, j'ai bien dit un mont sous-marin, pas mont sous-marin, hein, c'est voilà, une montagne, quoi. Voilà. Alors, au milieu, un beau Disticopora. Alors, tu rappelles, Disticopora, c'est donc un hydraire et pas un anthozoaire, hein, comme le gros des coraux, hein. Voilà. Alors d'ailleurs, petit truc assez marrant avec les Disticopora, que je mentionne comme ça, c'est que étant des hydraires, en fait, ils doivent passer par une phase de méduse, en fait, pour se reproduire. Voilà. Donc, un peu comme un siphonophore et un peu comme le corail de feu, en fait, hein, il va avoir des individus spécialisés dans la défense, donc les dactylozoïdes, d'autres dans la capture de proie, donc enfin, pas les gonozoïdes, les Thibaut, gastrozoïdes. ouais. Ouais. Thibaut, puisque tu parles des silastères, là, qui sont des hydroïdes, enfin des hydrocoraux, hein, ouais. Ouais. Les polypes sont indépendants dans ce cas-là, hein. Ils ne sont pas interconnectés comme les scléractiniaires. Ouais, mais chose qui est assez étrange, c'est que quand même enfin ce qu'on a pu observer au microscope, hein, les dactylozoïdes, par exemple, n'ont pas de bouche. En tout cas, Hmm. c'est surprenant, mais bon, le transfert de nutriments doit se faire d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un grand mystère, j'avoue. Ouais, bah ouais, Voilà. non, moi j'en étais resté là, hein. C'était pour savoir si Ouais. tu avais une réponse. Ouais. Après, j'allais dire, dans l'absolu, si on regarde les colonies d'hydraires plus classiques, ben, ça reste un réseau, en fait. Donc, Ouais. c'est vrai que quand on touche ces animaux, c'est assez dur, en fait. On sent pas une peau, en fait. Alors, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Comment se fait le partage de nutriments? On peut toujours imaginer qu'il y a des porosités dedans. Il faudrait faire quelques coupes et, bon, surtout se renseigner dessus. J'avoue que là, c'est une Hmm. bonne question, ça. Voilà. En tout cas, il y a une chose qui est quand même assez intéressante sur les Disticopora, alors qu'ils vous sont souvent vendus comme étant des stylastères. Alors, c'est des stylastéridés, mais Hmm. voilà, c'est un genre différent. Hmm. C'est que, vous voyez, le pigment qu'ils ont, en fait, il est directement fixé dans le calcaire. Donc, souvent, ils peuvent mourir, mais on le verra pas forcément de l'extérieur. Voilà, petit point comme ça. Bref, Il y a Erwan qui dit c'est caribéen, la photo du milieu. Ah bon? Ouais. Euh, J'avoue, ça me surprend un petit peu parce que.
Parce que je suis vraiment allé chercher une observation de Disticopora et Stylaster roseus, il Ah dit. non, s'il parle de la photo, le bleu, là, non, non, ça, c'est ouais, pas une Stylaster gorgone, hein, c'est pas. non, mais Stylaster C'est roseus, connu. pour le coup, oui, oui, c'est une espèce caribéenne, mais Stylaster roseus, il me semble qu'il est systématiquement Ah, rose, justement. Ah, d'accord. Après, il y a une petite différence quand même, c'est que les stylastères, ils vont pousser un petit peu différemment. Les stylastères, souvent, ils vont être un peu plus lâches. Ils vont avoir des sortes de petits. Ils ont souvent des petites granulosités aussi. Pareil, ils vont pas avoir, vous voyez, une espèce de ligne de front, on va dire, du bout des branches comme ça. Ça va être un petit peu plus anarchique, les longueurs des branches. Après, si ça vient des Caraïbes, c'est vrai que ça serait intéressant de le savoir, Non, ça non, c'est sûr. il admet, il a dit OK autant pour moi, donc c'est Oh, réglé. pas de souci, pas de souci. Euh, voilà. Ah, d'ailleurs, je crois que c'est un Tubastrea micrantha au fond là-bas. Voilà, ouais, Stylaster, c'est quand même des hôtes assez typiques des grottes, hein, clairement. Ça, c'est un animal qui aime pas du tout la lumière. Et là, bon, ben, une belle image de tombant, donc avec une grande diversité d'organismes, hein, que ce soit Scleroneftia. Je crois que c'est Dendrophilidae, je crois que c'est des Cladopsamia, mais j'en suis pas sûr. Bon, Tubastrea, Tubastrea micranthus, des hydraires aussi. Voilà. Clairement, la zone des tombants, ça va être clairement la zone la plus riche en non symbiotiques, hein. La lumière est relativement ténue. Euh, Énormément de nourriture va y circuler, puisqu'ils sont directement à disposition des zones de migration verticale du zooplancton, par exemple. C'est là aussi où forcément le plancton de haute mer va passer, voilà, comme le phytoplancton et autres. C'est une zone où ils vont quand même un petit peu côtoyer aussi des coraux symbiotiques. Voilà. Alors, petit aparté comme ça, il y a un beau tricorier qui passe au milieu. Franchement, j'adore ces bestioles. J'aimerais trop en voir un de mes propres yeux un de ces jours. D'ailleurs, je crois pas qu'il y ait d'aquarium en Europe pour l'instant qui en élève. Alors, bon, voilà. Petit détail, sachant que je suis un sacré amateur de reptiles à côté de ça. Voilà. Donc, le point où je voulais en venir, c'est que dans l'absolu, il y a aussi pas mal d'espèces de non-symbiotiques qui vont pouvoir se développer dans des milieux relativement éclairés, en fait, hein. Pas tous, évidemment, mais quelques-uns quand même. Voilà. Sur la gauche, par exemple, là, je vous présente Melitea ocracea, je vais arriver à le prononcer, voilà, qui semble être une des espèces les plus adaptables de non-symbiotiques. Dans la nature, je précise, ça ne veut pas dire qu'en aquarium, ce sera la même, hein. Voilà. Là, vous voyez, la photo, elle a été prise de la surface, hein. Elle est à moins d'un mètre de fond. Donc, à côté, on a des sinularia, des bernard hermites qui grimpent dessus. Ici, en plein milieu, donc la zone de mangrove bleue, hein, donc vraiment à frontière entre la mangrove et le récif, avec ce beau Dendroneftia qui pousse accroché aux racines. On va en profiter pour voir quelques éponges et tuniciers qui poussent dessus aussi. Et photo qui me plaît assez bien sur la droite, voilà donc des Tubastrea en pleine zone intertidale. Voilà donc temporairement émergés hors de l'eau comme pas mal d'autres espèces de coraux. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est un point que je voulais noter, c'est que en effet, ben il y a beaucoup de zones où des non-symbiotiques côtoient des symbiotiques sans trop de soucis. Ils vont juste pas forcément occuper les mêmes positions. Par exemple, là les Militea, alors je sais pas si ça se voit un petit peu, mais on voit qu'en fait elles ont dû prendre racine un peu sous les rochers en fait. Hmm. Voilà, globalement, ce qui va se passer dans les zones où il y a des récifs, c'est que ben enfin en eau peu profonde, on va dire, c'est que les symbiotiques ils vont occuper les zones bien exposées et dans leur ombre, les non-symbiotiques vont pousser tranquillement, tout simplement. Tac, tac. Et voilà, un petit point que je tiens à aborder. Beaucoup de ces animaux vendus comme non-symbiotiques sont symbiotiques en réalité. Voilà, simplement. Ils vont quand même pas mal dépendre de capture de plancton, mais en fait, bon, ils vont un peu dépendre des deux. Là, par exemple, à gauche, je vous montre le tunicier colonial d'Idemnum mollet. Alors, je suis assez triste d'ailleurs parce que c'est un tunicier qu'on voit très peu dans le commerce, mais qui dans la nature est extrêmement abondant a priori, hein. Il peuple vraiment la plupart des biotopes récifaux. Il pousse même accroché aux feuilles des herbes marines, ce qui est assez fort. Voilà. Il est colonial, hein, donc je rappelle que tous les petits points que vous voyez sur la surface correspondent à un individu. Petite particularité, c'est que c'est pas des zooxanthelles ni des cyanobactéries qui font la photosynthèse avec lui, c'est une sorte d'algue verte qu'a priori, il n'y a que les tuniciers qui ont. Bon, Ah ouais. voilà, d'où sa couleur vert assez pétante. Voilà. Et je pense que celle de droite, beaucoup de récifalistes doivent la connaître, hein, Calospongia auris, donc cette fameuse éponge symbiotique qui peut devenir assez envahissante, hein, d'ailleurs, voilà, qui va donc filtrer du plancton et donc utiliser la lumière comme source d'énergie.
Je me permets de dire un truc comme ça sur les éponges, mais c'est vrai qu'il y a... je pense que là, il va falloir que je commence à allumer parce qu'il fait sombre. Oui, moi aussi C'est d'ailleurs. pas trop? Ouais, bon, je pense que ça devrait être bon. Il y a pas mal d'espèces d'éponges qui sont symbiotiques en réalité, hein. Voilà. La symbiose chez les éponges, elle se fait assez souvent quand même de ce que j'ai vu avec des cyanobactéries. Euh, hum, euh, Évidemment, c'est compliqué de savoir de visu si une éponge sera symbiotique ou pas si on n'a pas le nom latin qui va avec, hein. D'observation, les espèces symbiotiques vont assez souvent être soit bleues, soit violettes, voire lit de vin. Ce qui peut se passer, c'est que par exemple, si vous avez un doute sur une éponge et que vous avez la possibilité de la fragmenter, vous pouvez la mettre dans les deux postures, enfin une à l'ombre éventuellement et une un peu à la lumière. Si jamais celle à l'ombre se décolore, devient blanche, c'est qu'elle est forcément symbiotique, hein, tout simplement. Voilà. Typiquement, Aliclona cerulea, une espèce qui est très souvent vendue, d'ailleurs qui est souvent très mal identifiée comme étant cerulea, hein, et ben justement, clairement, elle est symbiotique. Voilà. J'ai déjà vu dans des positions où, par exemple, elle avait été installée dans le noir quasi complet et elle se mettait à devenir blanche, filiforme et méconnaissable, en fait. Donc, clairement, c'est une espèce symbiotique, hein, tout simplement. Donc, n'oubliez pas, lit de vin, violet, bleu, quoi, tout simplement. Voilà. Thibaut, c'est Ouais, aussi enfin, le doute existe aussi avec les alcyonaires, certains dendros, ouais, enfin certaines espèces et certaines gorgones, où qu'on croyait non symbiotiques, mais qui sont partiellement symbiotiques des un fois. peu mixte, ouais. Et il y en a même où on ne sait pas encore dire si elles le sont, quoi, Ouais, ou les c'est vrai, c'est vrai. positionner, quoi. Hmm. C'est ça. Oh, d'ailleurs, justement, un truc que je tiens à faire remarquer, c'est que ben, il y a un corail mou que j'apprécie particulièrement et qui devient un peu rare, j'ai l'impression, dans le milieu des récifalistes. D'ailleurs, on l'a à Biarritz, hein, à savoir les lithophytons, qui sont quand même de très très beaux coraux à l'aspect assez vaporeux. Voilà, un peu, j'allais dire, c'est un peu le Dendroneftia du pauvre, hein, parce qu'il est un peu brun, mais il n'empêche que personnellement, je les trouve magnifiques. Le lithophyton est un FTID, comme le Dendroneftia. Et justement, une chose que j'ai pu observer moi-même, c'est que quand on distribue un peu de Nopli d'Artemia dedans, eh ben, il chasse en fait. C'est un truc qui se voit. Je pense que le lithophyton, ça pourrait être par exemple une bonne espèce de symbiotique pour s'entraîner au non symbiotique, Hmm. si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, puisque Ouais. vraiment on peut observer des captures de proie. Voilà, ça. Là, il y a Erwan encore qui nous dit en Martinique, les tubastréas sont souvent dans d'énormes grappes sur des épaves peu profondes, genre 0,5 mètres, assez près de la Hmm. côte. Et il demande un autre truc. Les tubastréas, l'idéal, c'est combien de nourrissage par jour? Alors, à mon opinion, je pense que un à 2 ça peut suffire. Voilà. Il y aura une partie dédiée un petit peu plus loin pour parler des fréquences de nourrissage. Y a-t-il un intérêt ou non à nourrir en continu? De nourrir la nuit peut-être aussi? C'est une bonne question. Voilà. D'ailleurs, Désolé, j'ai fait un d'ailleurs, diaporama ah oui. trop hiérarchisé, je Quand, suis quand- désolé. ouais. Voilà. Quand on parle des tubastréas, bon, moi j'ai vu des bacs communautaires avec beaucoup de tubastréas puisqu'ils se reproduisent. C'est vrai. Mais justement, c'est concernant le nourrissage, en général, ils prolifèrent parce qu'on les nourrit beaucoup. Et moyennant quoi, comme tu disais Eric, ben on pollue nitrate, phosphate le bac, quoi. Et aujourd'hui, la tendance serait justement de nourrir moins. Mais ça, tu vas le développer, quoi. Ouais. Ouais. Mais en fait, voilà, on a une connaissance d'une époque où on nourrissait beaucoup et donc on s'est fait, on a beaucoup de choses à apprendre, quoi, encore. Ouais. Ouais. Ben, qu'est-ce que j'allais dire? C'est vrai que ça peut être un point d'incompatibilité entre symbiotique et non symbiotique. C'est-à-dire, clairement, si vous maintenez des non symbiotiques avec, je dis à tout hasard, clairement de mon point de vue, tout ce qui va être LPS, mou, euh, mais je dirais même aussi les espèces les plus costauds, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. C'est vrai que par exemple, si vous voulez vraiment pas mal de beaux acroporas et autres avec des non symbiotiques, c'est vrai que la pollution, ça pourrait devenir un facteur limitant. C'est sûr. C'est sûr. Après, la pollution, on va en reparler un petit peu plus loin. Genre, est-ce qu'ils vont y résister? Comment nourrir sans trop polluer? Bon, on va avoir quelques idées quand même un petit peu plus loin. Voilà, voilà.
Tac. Voilà. Donc là, ce que je tiens à dire, c'est comment étudier un petit peu le placement de vos dons symbiotiques, hein. C'est ça le plus important. Donc, c'est sûr que si vous avez l'occasion de faire de la plongée sous-marine pour voir les espèces en live et être plus ou moins sûr d'élever les mêmes en aquarium, ça peut être quand même une très bonne chose, hein. C'est vrai que ça peut être pas mal, sachant que beaucoup de ces animaux mangent de nuit. Donc, si vous pouvez aller les observer de nuit en train de chasser avec éventuellement un objectif macro ou quoi, ça pourrait quand même être vraiment très intéressant. Sinon, oui, il y a les bases de données, tout simplement. Alors voilà, j'ai cité iNaturalist et je n'arrive jamais à le prononcer ça, GBIF, GBIF quoi. iNaturalist, je recommande parce que c'est une base de données d'amateurs en fait, où vraiment on a vraiment plein de belles photos du milieu naturel et donc pouvoir observer comment vivent ces animaux. Donc là, je vais peut-être essayer de montrer ça directement. Alors, il y a un petit onglet zoom qui va s'en aller, comme ça je vais peut-être pouvoir montrer, peut-être par ici comme ça, tac. Voilà, là je vais lancer iNaturalist pour voir un petit peu mieux de quoi on parle. Donc mettons par exemple, je vais sélectionner bon, l'Indo-Pacifique, hein, parce que là c'est une des régions qui va nous intéresser le plus. Là par exemple, je peux rentrer un taxon assez large. Par exemple, je peux mettre les alcyonnaires. Donc par exemple, là je vais mettre Malacalcionacées. Mais ce qu'il y a de bien avec ce Malacalcionacées, ce qui est bien, c'est qu'en plus, Gbish, comme c'est, enfin, iNaturalist, pardon, comme c'est à destination des amateurs, on peut même rentrer des noms communs, ça peut les reconnaître, hein. Même des noms communs de grands taxons, il y arrive. Voilà. Et là, vous pourrez avoir accès à des observations, donc d'espèces, parfois juste de genre, quand il n'y a pas toute l'observation. Voilà, voilà. Donc là, une chose que je peux vous montrer, par exemple, c'est, ben voilà, là, on a le genre Ménéla, donc comme ma gorgone. On peut regarder dans le détail les photos. Tac, tac. Et là, par exemple, ici, bon, bah, on peut voir si c'est une espèce qui résiste à la lumière ou pas. Bon, bah là, je pense que voilà. Il peut toujours y avoir des photos un peu hors contexte ou des animaux qui se retrouvent déplacés ou quoi, Et mais c'est vrai que cette photo, elle est intéressante. Thibaut, s'agissant d'une base de données alimentée par des amateurs, Ouais. quel crédit on peut donner aux identifications? Ça, c'est une bonne question, mais c'est vrai que il y a, ben, c'est pas un système non plus où tout le monde peut identifier à volonté, hein. Il y a vraiment un système un petit peu de revue par les pairs, on va dire, Hmm. hein, avec des rangs un petit peu, enfin des classements un petit peu différents d'un identificateur à l'autre, en fait. Donc, j'avoue que j'ai pas cherché à fond dans Hmm. le détail non plus ben voilà, de comment marche ce système. C'est vrai. Faudrait que je m'y penche un petit peu. Mais voilà, il n'empêche que je trouve que c'est quand même un point assez intéressant. À défaut de ne pas pouvoir faire de la plongée, c'est sûr, ça me paraît être quand même un point intéressant. Donc, voilà. D'ailleurs, là, je parle des non symbiotiques, mais franchement, si vous voulez voir, par exemple, pour mieux appréhender la biologie de vos poissons ou de n'importe quel autre animal, ça peut aussi être très, très intéressant, hein. Voilà, voilà. Il y a parfois des modes de vie qu'on ne soupçonne pas forcément avec certains poissons, par exemple. Mhm. Bref, je vais retourner un petit peu là-dessus. Voilà, voilà. Et bien sûr, ouais, comme je précise ici, dans le cas échéant, hein, regarder les espèces proches, ça peut être un bon moyen. Par exemple, j'ai une bouture dans mon aquarium de Tricantrion flabelliforme. J'ai jamais vu la moindre observation de cette éponge dans le milieu naturel, hein. Donc, dans le doute, j'ai recherché un petit peu la taxonomie. Euh, le Tricantrion appartient à l'ordre des Axinellidae, qui sont de base pas très connus comme étant des éponges symbiotiques. Et du coup, ben, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix, par exemple, de le mettre plutôt à l'ombre, tout simplement. Suivant. Voilà. Ça, c'est le point qu'on parlait sur les nutriments. Ouais. Voilà, voilà. Donc là, il y a un point que je retrace un petit peu, c'est vrai que ça, il y a une. Attendez, je recherche un petit peu mes anti-sèches, hein. Voilà. Ça dépend de ce qu'on entend par nutriments, évidemment, hein. Ça, c'est un truc que j'ai souvent entendu sur les LPS, par exemple, comme quoi beaucoup de gens diraient que les LPS ont besoin d'une eau plus polluée, par exemple, que les SPS. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est juste que on dit que les LPS dans la nature, on les trouve souvent dans des zones où l'eau est crade, parce que bah, il y a des sédiments, il y a beaucoup de matière en suspension, mais ça ne veut pas dire que l'eau va être riche en nitrates et phosphates. De toute façon, les non symbiotiques sont des animaux, les nitrates, les phosphates et tout ça, ben, ils sont hétérotrophes, ils peuvent pas les métaboliser, hein, de toute façon. Nitrates et phosphates, des coraux symbiotiques pourraient les métaboliser, par exemple, vu qu'ils ont des algues symbiotiques. Ouais. Ils Ouais. le feraient indirectement. Mais voilà, les non symbiotiques n'en ont pas d'intérêt, hein, pour le coup. Voilà.
La question de distribution d'acides aminés est assez intéressante pour le coup, sachant que ouais, les acides aminés, c'est des odeurs intéressantes, ça peut mettre les polypes en mode chasse, et ça, c'est pas mal. Et pour maximiser le bactérioplancton, voilà, donc bactérioplancton qui va être une bonne nourriture quand même pour tout ce qui va être tunicier, éponge, et aussi en partie un petit peu non symbiotique, même si, enfin, coraux, hein, non symbiotique, même si personnellement, je compterais pas trop là-dessus. Mais voilà, ça peut être assez intéressant pour développer tout ça. Je rappelle une chose. T'as essayé le Gnocchman pour, Le Nyoknam, ouais, oui, alors du Nyoknam, j'en incorpore dans un pâton que je donne 2 fois par semaine dans mon ouais, aquarium. c'est diabolique pour exciter les Ouais, polypes, hein. c'est clair, c'est clair. Ben, clairement, je mets un petit fragment de pâton et après je distribue des noplis, par exemple. Et là, je suis sûr que la gorgone, le tricantrion, ils ont tous des polypes Ouais, comme ça. ouais, ouais. Moi, je dis le tricantrion, il a les polypes comme ça. Oui, c'est les zoanthaires qui vivent sur le tricantrion qui a les polypes comme ça. Mais vous m'avez compris, quoi. Voilà, voilà. Ah oui, petit un truc. Après, Thibaut, Dis-moi. de toute façon, tous les organismes ont besoin d'acides aminés et en général, ils les assimilent par la nourriture. Et comme c'est nos NPS, eh bien, c'est un petit peu le maillon faible, le nourrissage. Donc, on a forcément Ouais, intérêt à en mettre dans l'eau de façon à ce qu'il soit assimilé par osmose, enfin, par ouais. diffusion tissulaire, quoi. Ça pourrait être intéressant, oui. Ça pourrait être intéressant. Après, il y Donc, a quand même un truc que je tiens à rappeler, et bon, ben ça, je le tiens du livre, je crois que c'est L'accord récifal sciences, arts et technologie, quand il parle des ajouts d'acides aminés dans la nature. Les acides aminés en suspension, il n'y en a pas énormément, hein. Je crois qu'ils ont noté que c'est, par exemple, tac, tac, voilà, j'ai le chiffre. Voilà, par exemple, pour le cas de Tridacna maxima, on a moins d'1% des besoins en azote qui sont assouvis euh, par la capture d'acides aminés libres. Mais il n'empêche que je pense que c'est autant pas s'en priver, quoi. hum, Voilà, voilà. Même si personnellement, je vais pas acheter des compléments acides aminés, hein. Je mets du Nyocnam, je trouve que ça fait bien l'affaire aussi, hein. Voilà, voilà. C'est bon. Voilà. Ça, c'est une idée à laquelle j'en démordais pas encore jusqu'à ce que je me mette à élever ma gorgone, hein, j'avoue. Ouais. Alors, différence entre octocorollaire et hexacorallière. Donc, déjà de base, et c'est de là d'où vient le nom, la différence du nombre de tentacules, hein, une base de 8 tentacules pour les octos, une base de 6 pour les hexas. Euh, Là, c'est le point qui va nous intéresser. Donc, peu de cnidocytes chez les octocorallières et pas mal de cnidocytes chez les hexacorallières. C'est ça qui avait laissé supposer pendant longtemps que les alcyonnaires et les gorgones étaient végétariens, parce que les cnidocytes, ça sert quand même pas mal à tuer des proies animales, hein, grossièrement. Voilà, voilà. Mais il y a d'autres points à apporter. Donc déjà, bien sûr, les pinules chez les octocorallières. Donc, vous voyez, c'est les pinules, c'est ces peignes hein, qu'ils ont le long des tentacules, tout simplement. Voilà, donc c'est ça qui va permettre de filtrer les proies, hein. Donc, imaginez que typiquement, des proies très fines ben, passeraient forcément entre ces pinules et seraient très difficilement capturées. Ça a souvent été un petit peu une sorte d'incohérence dans beaucoup d'articles. Je vois une certaine dissonance un petit peu par rapport à ça, de se dire, ouais, c'est forcément végétarien, mais les microalgues, c'est vraiment tout petit, ça passe à travers. Voilà. Un point qui est mentionné dans la vidéo de Wang Koho et qui est très intéressant, très peu de mucus chez les octocorallières. Je rappelle, le mucus, c'est ce qui va permettre à la plupart des coraux, notamment des coraux durs qu'on aime bien nourrir avec des poudres ou d'autres aliments comme ça, c'est ce qui va leur permettre de capturer pas mal de nourriture fine en fait. Si vous mettez des vidéos en accéléré quand ils mangent, par exemple, vous verrez la nourriture glisser sur l'ensemble de leur peau jusqu'à leur bouche. Enfin, voilà, les hexacorallières, ils sont assez doués pour produire un mucus qui vont ravaler un petit peu en permanence pour manger cette nourriture fine, tout simplement. Et chose que les octos ont assez peu. Voilà, voilà. Donc, clairement, ça, c'est une chose qu'on peut observer vraiment à l'œil nu sur les gorgones quand on leur donne des noplis d'Artemia, pour celles qui les acceptent évidemment. C'est tout simplement que la capture de proie chez les octos est purement mécanique. Donc vraiment, on voit vraiment la capture des proies comme ça, les proies se faire agripper en plein vol. C'est assez impressionnant à voir. Pendant un temps, c'était vraiment mon petit yoga quotidien. Je rentrais du boulot avec mes petites noplis d'Artemia, je les verse dans mon aquarium, et là, je sors ma loupe. Ma gorgone est juste devant la vitre. Je sors ma loupe et là, je regarde les polypes en pleine chasse. C'est assez impressionnant à voir. D'autant qu'en plus, en même temps, on peut voir vraiment les estomacs se remplir, ce qui est très très beau aussi. Voilà, voilà. Après, là, c'est un petit peu de la phylogénie, mais ouais, majoritairement des mous chez les octocorallières et des mous et des durs chez les hexacorallières. Les octocorallières dures, ben, va y avoir à la limite le corail rouge de Méditerranée,
Euh, L'héliopora aussi, le corail bleu, à ma connaissance, c'est tout. D'accord. Chez les hexas, l'air de rien, tout ce qui va être zoanthaire, donc que ce soit l'espèce de parazoanthus qui pousse sur le tricantrion, ça va être un hexa, donc les zoanthus aussi. La plupart des coraux durs classiques sont des hexas, les anémones sont des hexas et ainsi de suite. Voilà. Je réalise qu'il y a une catégorie que je viens d'omettre chez les anthozoaires, c'est les cérianthes. Alors, les cérianthes qui étaient parfois rattachées aux hexas et qui, a priori, les cérianthes, ça serait à part. Là, je vais parler d'observation par rapport à l'aquarium, sachant qu'en plus, les cérianthes, on les maintient très très bien, hein, vu que ça peut manger des grosses proies, ça c'est très pratique. Les cérianthes, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de mucus. Par contre, il y a des cnidocytes quand même bien, bien puissants, hein, l'air de rien. Voilà. D'ailleurs, un petit mythe aussi que j'entends sur les cérianthes, nous on les maintient à l'aquarium de Biarritz en compagnie de plein de poissons, on n'a aucun problème. Les cérianthes sont loin d'être des tueuses de poissons, hein, même si c'est urticant. Enfin, je veux dire, franchement, les heptasias sont plus un danger pour les poissons que les cérianthes, hein, soyons honnêtes. Voilà. Donc, oui, juste dernier point quand même que j'aborde, c'est vrai que les Ah oui, je voulais parler du mucus. C'est vrai que pour avoir déjà plusieurs fois touché des tubastréas, j'ai l'impression que les tubastréas, il n'empêche, je parle du mucus, mais les tubastréas sont pas si visqueux que ça. Donc clairement, il faudrait quand même miser sur des proies assez grosses pour qu'elles puissent vraiment se faire capturer par les cnidocytes, je pense. Euh, Sachant que d'ailleurs, parmi les sources que j'ai citées sur la nourriture des dendrophilidés, l'air de rien, les gros Dendrophilia cornigera, ils semblent avoir une forte appétence, ils avaient testé plusieurs nourritures, une forte appétence pour les mysis, une appétence assez raisonnable, on va dire, pour les Nauplies d'Artemia, et quasiment aucune capture pour les rotifères, par exemple. Voilà. Donc l'air de rien, c'est ça le plus important que je tiens à dire, c'est que vraiment, la taille de la proie est très corrélée à la taille du polype. Et c'est très intéressant quand on choisit son nom symbiotique d'avoir une idée de quelle est la taille du polype, quel est l'espacement des pinules voilà, pour choisir les espèces en fonction de la nourriture qu'on peut leur proposer. Voilà. Et c'est parce que justement... Ouais, dis-moi. Thibaut, pour compléter, oui, oui, tu viens de le dire, donc la taille du polype est importante et plus le polype est gros, a priori, ben, ils sont plus faciles à nourrir. D'autant plus aussi que les gros polypes sont souvent des prédateurs, hein, les hexacoloradières. Ouais. C'est avant tout des prédateurs, les octos, c'est avant tout des filtreurs, hein. Mm. Ouais, ouais. Donc ces différences-là font les différences de difficulté aussi, oui. Mm. Ouais, tout à fait. Après, un truc qui est assez intéressant de noter, c'est que quand même, les cnidocytes, ça va permettre de tuer une large gamme de proies, en fait. Mm. Alors que typiquement, quand on est sur un octo, vous voyez, bon, forcément, euh, bon, je schématise vite fait, mais si vous avez une proie qui est presque de la taille de la tentacule, c'est mort, ça va se faire difficilement capturer. Si c'est plus fin que l'espace entre les pinules, c'est mort, ça va quasiment pas se faire capturer. Donc, typiquement, vu que les octocorallières, il va falloir une proie d'une taille relativement plus précise que sur les hexas. C'est pour ça que je marque qu'ils sont théoriquement plus exigeants. Je pense qu'il y a aussi d'autres raisons à leurs exigences, notamment sur leur vitesse de croissance, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Tac, tac. Petit dessin que j'ai fait là, encore une fois. Donc, Petite question, les ouais. cérianthes, tu les nourris en target? Les deux, vraiment. Enfin, dans les aquariums où elles ont à la fois des Nauplies d'Artemia et en même temps, pour assurer le coup, voilà, des petits bouts de moule ou de crevettes ou de poissons. Voilà. Après, nourrir aux poissons, enfin, donner des poissons, enfin, presque des petits atérines entières, par exemple, aux, aux cérianthes, ça peut être intéressant, mais c'est ce qui pollue le plus le bac, parce que ça, c'est typiquement des trucs qui se font pas digérer en grande quantité, on va dire. Voilà, un poisson, il va relâcher énormément de morceaux d'os et de morceaux de peau et de trucs qui seront pas forcément digérés, quoi. Voilà, voilà. Bien. Alors, après, je pourrais en reparler un peu plus tard du target. Personnellement, mon avis sur la question, c'est que c'est pour moi un peu une perte de temps, en fait. Je vais être honnête là-dessus. Je trouve que vraiment diffuser la nourriture dans tout l'aquarium, déjà, si vous commencez à avoir plusieurs non symbiotiques, est-ce que vous allez avoir la patience de passer plusieurs fois par jour pour leur verser à manger directement dessus? Ça va être compliqué. J'ai souvent vu des vidéos de gens qui montraient ouais, regardez mon Botubastrea en le nourrissant aux artémias directement. Mais ces gens, très rapidement, ils arrêtaient de les nourrir tous les jours. Et forcément, ça marche plus trop dans ce genre de cas. Voilà, voilà.
Là, j'ai représenté quelques polypes à l'échelle. Donc, Tubastrea à droite, au milieu, Menela, et à gauche, un polype de Dendroneftia. Comme vous pouvez voir, il est assez petit. Il a aussi énormément de pinules, donc une adaptation à des proies assez fines, hein, tout simplement. Voilà, vous avez l'échelle d'1 millimètre sur le côté. Et là, je compare avec voilà, quelques proies assez communes hein, dans le milieu justement récifal. Voilà, avec les rotifères, hein, donc Rotune difformis à gauche. Non, c'est pas Caliciformis, c'est Bracconus, oui, je vais y arriver. Plicatilis à droite. Acarcia, un copépode assez commun. Tigriripus, un gros copépode assez commun. Les microvers, ah, c'est vrai, les microvers, c'est la raison pour laquelle on fait ce live ce soir. Ouais. Petite expérimentation que j'ai fait avec les microvers, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Et Artemia, entre la taille des plus petites noplis jusqu'à l'adulte. Franchement, les Artemia adultes, c'est un régal pour les tubastrea et pour euh, le zoonterre qui pousse sur le tricantrion. Hein, vraiment, je verse parfois plein d'artémias adultes vivants. Hein, et là, on voit l'animal qui est rempli de ces animaux qu'il capture bien. Vraiment, je trouve que le fait de donner du vivant, ça change quand même pas mal la donne, hein, point de vue prise alimentaire. Petit détail aussi que j'énonce ici, vous voyez pour les ciliés. Alors, je me suis fait chier à dessiner à gauche une magnifique cellule de Plotès que je me suis retrouvé à réduire pour que ça fasse 5 pixels de haut. Mais voilà, sur la droite, c'est une autre espèce de cilié que je vous montre et il s'agit de Fabrea salina, donc une espèce de milieu hyper salin qui peut être de très grande taille. Voilà, là j'ai noté 350 microns, mais j'ai entendu dire que ça pouvait dépasser les 400 microns. Donc, peut-être une alternative intéressante à pas mal de proies style Nopli d'Artemia, rotifère ou autre, hein, sachant que les ciliés sont quand même assez faciles d'élevage. J'essaye d'ailleurs d'en élever quelques-uns, donc on va voir comment essayer de faire ça à grande échelle à l'avenir. Je pense que ça peut être très intéressant. D'ailleurs, des questions entre-temps ou pas Pour- encore? euh, Toujours Erwan qui il dit honnêtement, les tubes Astrea sans target tous les jours avec rigueur, ça fonctionne pas. Enfin, chez Hmm, lui en tout cas. Et ouais, je comprends. voilà. Je comprends. Bah oui, mais après, en fait, justement, pour moi, ça fait un petit peu partie du souci du target, c'est que faire ça en routine, c'est tellement contraignant, quoi. Enfin, Mais il semblerait en voilà. plus que les tubes Astrea, ils s'habituent à l'heure à laquelle tu les nourris, quoi. Ils attendent avec impatience la bouffe, hein. Alors, j'ai remarqué ça avec ma Ménéla aussi. Ouais. Ouais, parce que le soir, j'arrive toujours à la même heure avec la fiole de Nopli et il y a des moments où je la vois fermée. Bon, alors là, je la vois, elle est ouverte depuis que je suis rentré du travail. Oui, oui, clairement, il leur faut quand même pas mal de temps pour se synchroniser, mais ouais, ils y arrivent, ils y arrivent. Alors voilà. Voilà, donc ça, c'est une chose que je vois très souvent, notamment, je pense aussi par exemple le système Daimico qui reprend un petit peu ça. Voilà, donc. Est-ce qu'un aquarium plutôt naturel suffit à nourrir des non-symbiotiques par sa propre production de microfaune? Très bonne question. Le schéma que vous avez sous les yeux, c'est bon, mon concept de futur aquarium hein, que je suis en train d'assembler. Donc voilà, avec la cuve principale, la partie décantation. Alors personnellement, j'aime bien l'idée d'avoir une décantation plutôt que des micron-bagues ou un filtre enfin, je veux dire un filtre à tambour, un filtre à rouleau ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que par exemple, si j'ai du plancton vivant qui se retrouve dans la colonne d'eau, il ne se fera pas piéger. Il pourra toujours remonter vers la surface et repartir dans le système. Voilà. Voilà, refuge à deep sand bed et voilà, végétaux marins. Parce que bon, moi j'aime bien les refuges parce que j'aime bien avoir l'idée d'avoir un petit aquarium annexe. Hein. Je suis déjà en train de voir avec une connaissance pour essayer d'installer une skie dans mon futur refuge. J'adore ces animaux. C'est très intéressant les skis. Ça mériterait à être un peu plus connu Ouais. auprès des Excuse-moi, il y amateurs. a Erwan qui m'engueule là, parce qu'il avait demandé tout à l'heure. Le brassage dans ce type d'aquarium pour non symbiotique, il est gentil, quoi, tranquille. Je vais le noter. Alors franchement, il y a une donnée qui circule partout et on va la rappeler juste après. 20 centimètres par seconde, ça semble être énoncé comme étant la vitesse idéale, on va dire, pour la plupart des non-symbiotiques. Voilà. D'accord. Après, je pense qu'on peut faire moins. Je pense que vous pouvez faire moins, je détaillerai pourquoi. Mais voilà, 20 centimètres par seconde, c'est une observation dans la nature du taux maximal de proie qui peut être capturé
pour un temps donné, on va dire. D'accord, merci. Voilà. Thibaut, ouais. Ouais. Concernant le brassage, il y avait des études qui ont été faites et notamment sur les gorgones, les polypes, ils ont la faculté de s'orienter en fonction du courant. Ouais, C'est-à-dire c'est que vrai. si le courant est trop fort, le polype il va s'orienter de telle sorte, de telle manière qu'il va être face au courant et il va récupérer des proies par cavitation, on va dire. Ouais, Et c'est puis ça. si le courant est faible, il va s'ouvrir devant, quoi. Ouais. Donc, en fait, dans la pratique, bien sûr, il y a des mini et des maxi, entre lesquels le polype il n'arrive pas à réagir, hein, ou ça passe trop vite, ou ainsi de suite. Mais la plage de débit de courant, elle est quand même assez large. Ouais. Ouais, Et moi, ce que je pense aussi, hein. de ce que je sais, c'est vraiment une question qu'on se pose au début, mais c'est pas la question la plus cruciale. Ouais, c'est clair. Moi Ouais, aussi, je pense ouais, qu'on se prend parfois trop la tête avec cette ouais. question-là Et aussi, comme avec beaucoup d'ailleurs. là où tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut un courant laminaire, hein. Il ne faut pas des tourbillons de tous les côtés, C'est parce que vrai. là, le polype, il ne sait plus où il en est, hein. Ouais. Alors, franchement, il y a certaines espèces, si on pouvait les maintenir avec des machines à vagues et tout ça, j'en tomberais pas de ma chaise non plus. Mais basiquement, ouais, Oui, c'est mais pas ce que je recommanderais spontanément, c'est sûr. oui, mais si on imagine que le polype, il va mettre un certain temps pour s'orienter, Ouais, si tu lui changes l'orientation par un courant ouais, trop de archaïque, courant contraire, oui, enfin c'est sûr. Ouais. anarchique, je veux dire, il ne va pas comprendre, quoi. C'est ça. Faites plutôt, si vous voulez vous monter un bac comme ça, faites vraiment, j'allais dire, une gire ou quelque chose comme ça. Voilà. Je détaillerai plus tard, j'ai pensé à une petite partie sur le brassage. Pareil, je vais mettre écumeur, alors petit écumeur Thunes que j'ai pu récupérer d'occasion, hein, parce que je veux pas écumer à toute balle, hein, voilà, et biopelette. Alors biopelette, je pense que ça peut être très intéressant pour avoir un apport de bactérioplancton constant. Si vous voulez des tuniciers, des éponges, je vous recommande fortement les biopellettes. Euh, voilà. Et après, accessoirement, ouais, les bactéries, je pense que ça peut aussi être un aliment, on va dire, un peu complémentaire des coraux. Parce que, après, le truc que je détaille un petit peu avant, c'est que une bactérie, c'est moins d'un micron. Donc, ça va forcément passer entre les pinules. Mais les bactéries, elles peuvent par exemple s'agglutiner entre elles en biofilm. Elles peuvent aussi agglutiner d'autres matières en suspension. Et là, elles peuvent éventuellement être mangées. Regardez les études que j'avais partagées sur Dendroneftia australis et Lactogorgia sarmentosa. Euh, Même si majoritairement ces animaux mangent du zooplancton, on verra qu'il y aura toujours un bon 20% de la ration qui sera des particules, en fait. Donc, je pense que les bactéries peuvent accomplir au moins en partie ce rôle. Là, voilà. Bon, alors ce projet-là, aussi petite chose aussi que je note, le chauffage dans l'aquarium principal et pas dans la décante pour une raison très simple, c'est que pour mon système, je veux avoir la possibilité de couper la pompe de remontée pendant une petite demi-heure lors de certains nourrissages. Voilà, simplement pour ça, éviter une petite dérive de température. Euh, Tac, tac. Bon, malheureusement, cet aquarium va prendre un peu de retard parce que j'ai explosé mon aquarium actuel en essayant de le percer. Tant pis. Voilà, je vais m'en procurer un autre dans pas longtemps, de toute façon. Donc, le projet va prendre du retard, mais il va se faire quand même. Voilà. Petite expérience de pensée, pourquoi, à mon avis, l'idée d'avoir un aquarium plutôt naturel ne permet pas de nourrir ces animaux. Voilà. Donc, petite expérience de pensée que je vous propose. Une gorgone de 10 centimètres par 10 centimètres, donc un petit spécimen. Voilà. Donc une surface de 100 cm², exposée au courant favorable, donc avec les données que je disais de 20 cm par seconde. On va s'amuser à voir quelle quantité d'eau va passer à travers. Et en une journée, évidemment. Et je suis arrivé à ce résultat. Voilà, donc voilà, ça se chiffre en centaines de milliers de litres qui passent dedans. Alors évidemment, ce calcul n'est pas parfait parce qu'une gorgone ne va pas capturer 100% des proies possibles en un seul passage du courant, évidemment. Mais mettons quand même que si une gorgone, par exemple, elle ne capture que 1%, mettons, des proies qu'elle capture au fur et à mesure dans l'eau, ben, ça fait quand même qu'on arrive à plus d'un millier de litres, en fait, dans l'idée. Je ne sais pas si j'arrive à bien te faire comprendre, Ouais, mais ouais, ouais. globalement, vous voyez quand même l'ordre de grandeur de la quantité d'eau qui est filtrée par ces animaux. Un aquarium seul ne peut pas produire autant de nourriture, enfin certainement pas en tout cas autant de zooplancton. Surtout qu'il y a un autre point que j'ai pas mentionné là, c'est que les aquariums marins sont pas très riches en zooplancton. Dans vos aquariums, vous avez des copépodes, mais c'est avant tout des copépodes benthiques en fait. Vous n'allez pas avoir autant de beaux calanoïdes qu'en haute mer, par exemple. D'ailleurs, si Alain Dudé est toujours là, il pourra confirmer, mais c'est vrai que je crois que c'est dans un live d'Alain qui expliquait que ben,
Dans nos aquariums, on a beaucoup de copépodes, mais par exemple, les copépodes de nos aquariums, ils sont impropres à l'élevage de larvaires, parce que les larves ont besoin de calanoïdes en suspension, en fait. Il leur faut des proies pélagiques, tout simplement. Voilà. Personnellement, en fait, si je veux monter un aquarium quand même avec cette approche, c'est juste parce que, à titre personnel, je suis pas un grand fan des aquariums usine à gaz non plus, hein. C'est juste que voilà, j'aime bien les refuges. Mon aquarium actuel, c'est un Jobert. Je suis relativement convaincu par cette technique, donc je vais juste continuer comme ça sur ma façon de faire. Mais voilà, je pense pas qu'il y a besoin de se prendre trop la tête sur le fait d'avoir une maintenance naturelle, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Pour l'instant, non. Ah oui, il y a quand même un point que je veux aborder. Là, c'est vrai que je parle beaucoup de ça par rapport aux zooplanctons. Donc, clairement, les coraux, ils vont s'en foutre un petit peu. Mais c'est vrai que concernant le bactérioplancton, voire éventuellement le phytoplancton, je pense que ça peut se jouer éventuellement. Parce que l'air de rien, le bactérioplancton et le phytoplancton, c'est des animaux qui se font pas trop déranger par les pompes de brassage, par exemple. Bon, ils vont se faire beaucoup collecter par l'écumeur, par exemple. Mais par exemple, si vous avez des biopellettes, ouais, là, vous allez avoir quand même pas mal de bactérioplancton. Alain a Les... confirmé tes propos sur les copépodes. Ah, big up Alain. Voilà, donc pareil, le phytoplancton, ça m'est arrivé parfois à mon aquarium à mes débuts d'avoir une aube verte en fait. Donc preuve que du phytoplancton peut quand même un peu se développer. Voilà, en tout cas pour le bactérioplancton, je pense que ça peut se jouer, tout simplement. Diapo suivante. Voilà. Là, je vais vous entraîner un petit peu avec un petit peu de scepticisme. Je les vois beaucoup, ces gens sur les réseaux sociaux qui sont fiers d'acheter un nouvel animal non symbiotique et de s'empresser de montrer les vidéos, les photos sur les groupes et qui donnent généralement jamais de nouvelles après quelques mois. Voilà. Clairement, ce passage-là, il est là pour vous dire, si vous adoptez des non symbiotiques, faites des suivis auprès de la communauté, faites des retours, c'est le plus important. Expliquez votre protocole, expliquez au fur et à mesure si ça marche, expliquez en quoi il peut y avoir des soucis. Ces animaux mettent très longtemps à mourir, vraiment. Globalement, j'ai remarqué que la plupart de ces animaux, s'ils mangent pas suffisamment, en tout cas c'est ce que j'ai vu dans mon aquarium, ils peuvent mettre 6 mois à mourir, tout simplement. C'est des animaux qui n'ont pas une grande dépense d'énergie, donc la mort va forcément être un processus très très long. Le pire, c'est les comatules. Les comatules, elles peuvent rester 6 mois en étant toujours aussi belles, sans grandir, alors que bon, c'est quand même des animaux qui atteignent une certaine taille dans la nature. Et au bout de 6 mois, bam, vous allez avoir en quelques semaines tous les bras qui tombent et l'animal va mourir. Vraiment, ça peut être assez, voilà, ça met Ouais, longtemps, j'arrive pas à mais comprendre que des gens vendent des comatus encore d'ailleurs. ben, après, comme je dis, en fait, moi, ça me choque pas que des gens essayent, mais comment dire, les proposer à disposition comme ça, bah ouais, ça devrait pas se faire. Oui, Ce qui... ce discours, Eric, par rapport au risque, je dirais, on peut pas l'avoir parce que si des gens n'avaient pas essayé, eh ben aujourd'hui on ne ferait pas de récifal, on ne ferait pas de coraux durs. Je suis complètement Donc, d'accord. Mais il faut que des gens, Non, mais je sais bien, oui, mais il oui. faut que des gens des aquariums publics ou des chercheurs essayent de maintenir ces animaux en aquarium. Et une fois qu'ils Alors, pourront les maintenir alors, bien, ouais, je vais ouais, être honnête sur vos deux positions. Je pense qu'il faut que ce soit accessible aux amateurs. Simplement parce que je vais vous dire ça en tant que travailleur en aquarium, mais il y a une bonne partie du matériel qu'on utilise qui est du matériel développé à l'usage des amateurs. Vraiment, les amateurs, ils font autant progresser le hobby que les aquariums publics, que les scientifiques et tout ça. Mais je pense que ce qu'il faudrait, en fait, c'est tout simplement que les animaleries, les gens qui vendent tout simplement ces animaux-là, ne les posent pas systématiquement à disposition. Par contre, pour moi, c'est important qu'il soit possible éventuellement de les commander et qu'ils soient collectés vraiment au besoin, on va dire. Voilà. oui, moi je suis d'accord avec toi. Il faut que des amateurs, on va dire entre guillemets éclairés, Oui, puissent avoir accès. Et quand je dis éclairés, en fait, ce sont des amateurs qui doivent tout mettre en œuvre ouais, pour essayer d'y arriver. ouais. Qui ont Alors, étudié la question, oui, c'est sachant ça. que ne sont pas des animaux protégés, que ce sont des animaux qui prolifèrent en masse. Alors, C'est les pas faux. comatules un peu moins que les dindros ou que certaines gorgones, mais moi, je suis d'accord pour qu'il y ait un champ pour que les amateurs éclairés puissent, puissent avancer, quoi, puissent, d'accord. C'est ça. C'est ça. Comme quoi, la nuance, hein, c'est toujours ce qui fait progresser. Voilà. après,
si on respecte la loi, un vendeur doit s'inquiéter des compétences, enfin, de celui qui acquiert quelque chose. Alors, C'est ça, c'est ces ça. animaux, je dirais, heureusement, comme tu dirais, qu'on ne les trouve pas beaucoup dans le commerce, Oui, mais on peut les obtenir si on est en relation avec un professionnel et qui peut très bien faire ouais, des approvisionnements spécifiques et puis il c'est vérifie ça. la destination, quoi. Mhm. Ben, ça, comme je disais au début, en fait, ça, si vous voulez vous lancer dans les non-symbiotiques, il faut obligatoirement que vous vous lanciez dans de l'approvisionnement spécifique, on va dire, parce que, comme je disais, si vous achetez un animal qui a traîné longtemps chez le grossiste, qui n'a pas forcément été nourri, il sera souvent tellement rabougri, tellement déprimé qu'il aura juste pas le goût de se remettre à chasser, en fait. Donc, voilà, vraiment, essayez de développer votre réseau pour pouvoir vous procurer ces animaux en express, arriver très fraîchement de leur lieu de collecte, tout simplement. Voilà. Ouais. Ça, c'est une petite note. Pareil, dans Aquarium Récifal Sciences, Arts et Technologies, j'ai vu les Dendroneftia, une croissance assez dingue dans la nature, hein. Voilà. D'ailleurs, les Dendroneftia ont pas mal de prédateurs. Notamment, j'ai vu pas mal d'observations de tortues imbriquées qui mangeaient des Dendroneftia. Donc, bon, autant dire qu'une tortue comme ça mange quand même pas mal. Ces animaux, ils ont quand même une bonne croissance pour compenser. Donc, ouais, vraiment, j'allais dire, avant de créer Victoire, attendez au moins une bonne année. Observez vraiment des croissances assez nettes, hein, clairement. Des fois, oui, ça c'est une chose dont on parlait hier. Les dendronifia, par exemple, quand ils crèvent de faim, enfin d'ailleurs qu'ils crèvent de faim ou pas, ils font des petits stolons au pied. Souvent des stolons qui vont même avoir tendance à mieux sortir leur polype que le pied mère. Et souvent, ben, des gens, ils voient apparaître ça au pied de leur dendronifia, ils vont crier victoire, mais non, non, c'est signe de rien en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc il faut vraiment constater une croissance en masse, en longueur satisfaisante sur ces animaux pour crier victoire. Voilà, voilà. À manquer de questions, diapo suivante. Ouais, on peut avancer. Parfait. Voilà, voilà. Alors, pendant inverse de ce que je montrais avant, c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui ont des filtrations absolument énormes. Ben pareil, hein, là, je pense que clairement, c'est ce que je disais. Je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur les filtrations, en fait. Alors, je retrouve un petit peu mes anti-sèches, pardon. Tac, tac. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est une chose qui est très bien expliquée dans le poste de Dragon Lee et qui est corroborée par mon expérience personnelle. Ces animaux sont d'une résistance incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est que par exemple, dans mon aquarium, j'ai déjà eu des pics de nitrite assez forts et ils ont vraiment pas bronché. J'ai déjà eu une fois un moment où, à une époque, je dosais le carbone dans mon aquarium. J'ai surdosé, j'ai causé un bloom bactérien qui a tué mes lismata, un gobiodon okinawa que j'adorais et qui a tué même un Pocillopora que j'avais en mode canari de mine, on va dire. Et les non symbiotiques, rien. Mais quand je dis rien, c'est qu'ils continuent de sortir leurs polypes pour chasser comme si de rien n'était. Je pense franchement que ces animaux sont d'une résistance à toute épreuve. Euh, Vraiment, ouais, point de vue nitrate, phosphate, à la limite, je pense que ce qu'ils vont craindre s'il y a trop de nitrate et de phosphate, ça va être un éventuel envahissement par les algues. Mais c'est tout. Voilà. Comme je dis, franchement, le paramètre limitant niveau qualité d'eau, ça va pas être les non symbiotiques par eux-mêmes. D'ailleurs, aussi, je pense qu'ils sont aussi pas très exigeants point de vue oligo-éléments, calcium, magnésium et autres, parce que c'est des animaux qui font assez peu de calcification. Même les tubastréa, leur squelette, il va pas grandir énormément. Enfin, bon, surveillez quand même, hein, mais voilà, ils sont assez résistants de ce point de vue-là, franchement. Tac, tac. Donc ouais, ils sont plus résistants que les poissons, ce qui est quand même assez fou quand on y pense. Peut-être pas autant que certains coraux style Sinularia, mais quand même, ouais, j'ai pas eu du tout de souci avec ça. Voilà. Là, ça va être un point intéressant. Voilà. La grande question du nourrissage ponctuel ou en continu. Voilà. C'est vrai que la pompe péristaltique a été vue comme enfin, l'objet indispensable, on va dire, pour élever ces animaux-là. Personnellement, mes observations ne vont pas dans ce sens, tout simplement. Je vous laisserai regarder la vidéo de Wang Ho qui en parle. Et justement, en fait, les Chinois, leur méthode, c'est de faire des nourrissages plutôt ponctuels, on va dire. Idéalement 2 fois par jour ou parfois même qu'une seule fois par jour, parfois seulement quelques fois par semaine. Bon, j'irai pas jusque-là non plus, mais bon, il semblerait quand même que les coraux
peuvent beaucoup manger sur un court laps de temps en réalité. Et je sais que c'est pas intuitif. Clairement, moi-même, j'y ai pas cru quand j'ai entendu parler de cette méthode-là, mais sachant que c'est pas du tout ce qui se passe dans la nature. En effet, dans la nature, les coraux, ils vont profiter d'un nuage de plancton relativement permanent, bien qu'assez inconstant, parce que c'est vrai que la nuit, par exemple, il y a les migrations verticales, mais c'est un détail. Mais voilà, je pense franchement que la pompe péristaltique, si vous vous sentez de vous lancer dans ce bricolage, faites-le. Vraiment, c'est très très intéressant. Je pense que pour vos poissons, ça va aussi être très très bien. Si vous aimez les poissons style micro-prédateurs, les cyngnates, les synchiropus, les anthias et tout ça, ils vont vraiment vous dire merci parce que je rappelle que tous ces poissons ont un estomac très très réduit, voire carrément absent. Donc eux, ils vont beaucoup aimer, c'est sûr, manger en permanence. Un intérêt, je pense aussi, au nourrissage par pompe péristaltique, c'est que comme ça va diffuser des odeurs et quelques petites proies en permanence à becter pour ces animaux-là, ça va permettre de les maintenir en mode chasse. Et ça peut être intéressant, par exemple, si vous voulez faire un gros nourrissage complémentaire. Voilà, voilà. Thibaut, Ouais, euh, en fait, ouais, tu me diras si tu es d'accord. Enfin, il y a peut-être ouais. deux voies possibles, plus ou moins complémentaires. C'est soit on part du vivant, sur du vivant, auquel Mm, cas on va être, donc on donne beaucoup plus de chances de réussite avec du vivant, c'est clair, hein, ouais. c'est indéniable. La limite, ça va être peut-être être l'élevage du vivant, La la quantité, production, la ouais, production. clairement. Et la pompe péristaltique, elle fait partie de la deuxième option, c'est-à-dire donc si on fait le choix de nourrir avec du non-vivant, hein, donc Ouais, avec peut-être un petit peu moins de chance parce que bon, c'est un peu moins riche, quoique. ouais. Euh, alors Hmm, oui, oui, tu dis que pour l'instant, il semblerait qu'il y ait des signes de réussite avec le vivant. Donc, mais ça ne veut pas dire que ce soit impossible avec du congelé, du liquide, enfin voilà. je pense pas que ce soit impossible, honnêtement. Ouais, ouais, Mais mm, personnellement, je mm, t'avoue que c'est un petit peu ouais. enfin, pour moi, ça marche vraiment de nourrir à base de vivant. Je donne Oui. quand même du congelé et je constate quand même des prises alimentaires avec le congelé, mais Mm. pas autant de succès, clairement. Donc, Alors, personnellement, je privilégie le vivant. effectivement, toi, tu es dans un milieu scientifique et C'est tu as à ça, disposition donc des nourritures vivantes. Euh, tout à fait. Autant la nourriture vivante, c'est un gage de réussite en termes de qualité, mais c'est Mm. un gage d'échec parce que c'est beaucoup plus difficile à nourrir régulièrement avec du vivant, quoi. C'est vrai. Donc voilà, dans la balance, moi je dirais, il faut pas exclure le surgelé, Ouais, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de réussite avec aujourd'hui que demain on n'en aura pas, hein. certes. D'autant plus que les nourritures, elles évoluent beaucoup, hein. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors d'ailleurs, juste une petite chose par rapport à ça que je viens d'y penser. Oui, clairement, pour moi, c'est complémentaire, hein, c'est complémentaire. Après, avoir la ratio, personnellement, ouais, je vais en reparler plus tard, mais personnellement, pour moi, la base, c'est mieux que ce soit le vivant. En fait, d'ailleurs, il y a un truc que j'aurais tendance à dire, quoique je vais mentionner ça plus tard quand on abordera une autre partie. Alors, il y a juste une chose que je veux mentionner sur le système qu'on voit juste à gauche. Donc, les deux photos sont tirées de la vidéo de Matt Wandel hein, sur les non symbiotiques. Alors, personnellement, il y a juste deux trucs qui me font tiquer, on va dire. Alors, l'aquarium, 500 gallons. Ah, mince, j'avais calculé ça pour 300 gallons. 300 Tu, gallons, mul- il me semble que tu ça fait un peu plus multiplies de par 1000 litres. 4, hein. Ça fait Oh, 2000 bon litres. sang, moi, les top de. Ouais, voilà. Voilà, ça, c'est ce qui est distribué dans un bac de 2000 litres par jour. Personnellement, je trouve que s'il y a quelques galères avec cet aquarium, c'est parce que je pense que c'est pas assez, simplement. Voilà. Donc, vous voyez, là, par exemple, pour certaines proies un petit peu complémentaires, que ce soit le phytoplancton, les œufs d'huître et tout ça, c'est des trucs à coût de 10 millilitres de ci, 10 millilitres de ça, 20 millilitres de ça. Mhm. Les Noplidartemia, elles sont en grosse quantité. La nourriture congelée pour les poissons, elle est en bonne quantité. Ça, je pense que pour les tubastréas, ça peut quand même être pas mal. Mais bon, c'est pas non plus gigantesque hein, pour avoir un bac de 4000 litres, hein, c'est même assez peu. Pour donner un ordre d'idée, la petite fiole que j'ai dans cette main, par exemple, qui tient vraiment dans le creux de ma main, ça fait déjà 100 millilitres en fait. Donc vraiment, ça me paraît peu, quoi, tout simplement. Voilà. Euh, Thibaut, Ouais, ce qui importe pour des filtreurs aussi, c'est la densité de nourriture dans l'eau.
Oui, Et donc, en toute complètement. logique, il faudrait que le ratio soit conservé dans 2000 litres, ce qui représente oui, effectivement énormément plus de nourriture, quoi. Ouais, C'est pas je pense. proportionnel au nombre d'individus, mais c'est proportionnel au volume d'eau, quoi. Il faut prendre en compte les deux. D'ailleurs, je propose une petite règle de calcul à la suite et franchement, il faut prendre en Hmm. compte les deux parce que vraiment, si on a peu d'animaux, oui, c'est sûr, on va nourrir moins, mais bon, il va falloir quand même qu'il y ait au moins la nourriture pour qu'il ait un certain ratio de capture de proie à la seconde, on va dire, hein, Oui, clairement. mais ce, Voilà, ce ratio, il est obtenu si tu as une densité de proie par mètre cube. ouais, Euh, voilà. hmm, Moi, je vais proposer des règles de calcul par rapport à hmm. ça et je pense que c'est justement un des points critiques, hein, la quantité et la densité de proie. Alors, point suivant. Voilà. Là, c'est vraiment ma recommandation personnelle. Voilà. Je pense que un à deux repas par jour, ça suffit amplement. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours observé. À l'heure actuelle, je suis sur un seul repas par jour avec ma gorgone et ça marche vraiment très très bien. Des fois, je peux faire deux repas par jour si je donne du pâton ou des micro-verres en plus des Nopli d'Artemia. Alors, une idée que je propose là, et ça pour moi, ça fait partie des avantages de plutôt distribuer des grosses rations plutôt que des pompes péristaltiques, c'est que par exemple, ouais, on peut nourrir les poissons bien avant. Comme ça, les poissons se remplissent bien l'estomac et risquent pas trop de taper dans la nourriture des coraux. Euh, et en plus, accessoirement, ça va avoir un double avantage, c'est que l'odeur de la nourriture des poissons va faire sortir les polypes et enclencher le signal pour la chasse. Voilà. Et après, ben, quand on verse la nourriture, voilà, couper la pompe de remontée une demi-heure, peut-être idéalement une heure. Une chose que je constate personnellement, c'est que quand je donne, enfin, à l'époque où ma gorgone était au plus florissant, en fait, le gros de la nourriture était mangé en moins d'une demi-heure. Ce qui est quand même assez fort, hein. Ces animaux vont collecter la nourriture avec une vitesse assez dingue en réalité. Voilà. Et clairement, voilà les quantités que je propose. Voilà. Donc, vous pouvez noter ce calcul si vous avez des quantités, on va dire, raisonnables de non-symbiotiques dans votre aquarium, l'équivalent de 1 à 2 grammes de cystes d'Artemia par semaine par tranche de 10 litres. Par exemple, mon aquarium de non-symbiotiques, bon, à l'époque où je faisais mes Nopli d'Artemia moi-même, je comptais 6 grammes de cystes à faire éclore, enfin, 6 grammes de cystes par semaine, sachant que c'est un bac de 40 litres. Et ça allait très très bien pour nourrir ma gorgone et quelques autres organismes non symbiotiques. Voilà, voilà. Euh, voilà. C'est juste un calcul que je vous propose. Voilà. Et surtout l'observation. Donc voilà. Donc regardez après une demi-heure, une heure, et il doit rester toujours un petit peu de nourriture. Ça, je pense qu'aussi, c'est un avantage du fait de donner beaucoup de nourriture d'un coup plutôt que de distribuer en continu. C'est que quand on distribue en continu, on ne peut pas vraiment avoir une idée précise de les proies, depuis quand elles sont là, est-ce qu'elles sont vouées à être mangées sous peu, est-ce que c'est du restant de nourriture parce qu'on a surdosé, alors que quand on distribue beaucoup d'un coup, c'est plus facile d'estimer après tant de temps quelle Co- quantité a été mangée et laquelle n'est pas encore mangée, en fait. Voilà. Thibaut, comment tu évalues les 10-20% de nourriture restante? Parce Alors, que, il y a un truc que je faisais, c'est que je prenais une photo, donc une photo assez nette de mon bac, j'isole un coin avec un petit quadrillage, par exemple, et je compte. Voilà, tout simplement. Voilà. Parce que là, c'était des Nopli d'Artemia, donc ça peut se compter à main nue. ouais. Enfin, ça peut se compter vraiment manuellement, quoi. C'est sûr que si on donne des rotifères ou autres, va falloir y aller vraiment beaucoup plus au jugé, à la clarté du bac. Peut-être que des outils style, mais et toi, peut-être que des outils style disque de Setchi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ça pourrait éventuellement être utilisé. Je sais pas. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que quand je distribue, il y a vraiment un nuage de Nopli temporairement. Et après, ben, là, je regarde. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai encore quelques Nopli dans mon bac qui se baladent par-ci par-là. Donc, bon, je nourris bien, mais en même temps, j'ai une gorgone que Là, je il y dois a Alain vraiment Dudet remplir. qui propose les granulés Mhm. pour le larvaire, genre 70-100 microns, les microvers enrichis, mélange espresso avec milieu de culture. Ah, les micro-verres, ça, on va le mentionner plus tard. C'est vrai que c'est assez intéressant. Granulés, bon, ben, je reste sur mon avis un petit peu sur le vivant. En fait, il y a un truc que je constate, c'est que souvent, en fait, les gorgones, elles vont énormément attraper tout ce qui passe. Et j'ai fait l'expérience, hein, même quand je balance du sable fin dans la gorgone, en fait, elle va essayer de capturer les grains de sable et elle va les lâcher aussitôt après. Euh, avec de l'inerte, c'est un petit peu la peur que j'ai, on va dire. Enfin, je constate
pas autant que ça va tout engloutir, en fait. Le vivant, je remarque que ça a toujours une bonne. Quand je vois capturer des noplis, je vois souvent essayer de tout faire pour essayer de resserrer l'étreinte toujours plus, et je constate quand même une bonne prise alimentaire, on va dire. Comme je dis, c'est une méthode que vous pouvez suivre ou pas, hein. Personnellement, je trouve que c'est ce qui marche. Euh, Suivant. Tac. Je vais y arriver. Non, c'est voilà. Voilà. Euh, Là, alors l'illustration que je vous montre ici, donc c'est là où je bosse, hein, donc c'est dans notre exposition sur les méduses. Là, vous avez des belles Chrysaora pacifica. Voilà, donc franchement, je trouve, et ça c'est une chose que je vous propose, c'est que les méduses, je pense que c'est quand même un bon cas en fait pour essayer de mieux comprendre nos coraux non symbiotiques, parce que oui, elles aussi sont des cnidaires qui ont besoin de manger du zooplancton. Euh, les gens qui élèvent des méduses les nourrissent généralement à base de noplis. Alors nous, à l'aquarium, on leur donne d'énormes quantités de noplis vivantes. Et alors on fait quelques rotifères aussi pour certaines méduses un peu plus délicates. Donc éventuellement pour les polypes de méduses très petits ou pour les plus petites méduses. Voilà, seulement 2 repas par jour. Vraiment, en tout cas, j'ai jamais rencontré d'éleveurs de méduses qui utilisaient de pompes péristaltiques, hein. En général, ils les nourrissent, ils leur font juste quelques beaux repas par jour. Voilà, des rations assez copieuses, hein, de ce que j'ai remarqué. Et la filtration, alors sur ce, mesdames et messieurs, nous allons interrompre ce programme par une petite page de publicité. Mais sachez qu'en ce moment, à l'aquarium de Biarritz, eh bien, on vient d'ouvrir une nouvelle section sur les méduses. Donc, je vous encourage à venir voir, où on expose en permanence une dizaine d'espèces. On a aussi une partie laboratoire où vous pourrez voir une partie de l'élevage des méduses. Donc, notamment un petit peu le cycle avec les polypes des méduses, quelques cultures d'artémia et aussi un peu la filtration qu'on utilise sur les méduses. Là où je veux en venir, c'est que vraiment, la filtration des méduses, c'est une filtration tout à fait ordinaire, en fait, hein, pour un récifal. À savoir, on utilise des poches pour la filtration mécanique, des écumeurs, d'ailleurs pas des écumeurs de fou furieux non plus, hein, des écumeurs juste correctement dimensionnés comme on pourrait avoir en récifal, des céramiques poreuses pour la filtration biologique, et c'est tout. Donc, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ça. Et surtout, en fait, avec notre spécialiste en méduses, j'ai fait un calcul assez intéressant, sachant que je suis moi-même venu à la conclusion qu'entre 1 et 2 grammes de cystes par semaine, par tranche de litre, c'était probablement ce qu'il fallait. Je lui ai demandé une fois quelle quantité de noplis elle faisait éclore et quelle quantité elle distribuait à ses méduses. Et c'est assez fou, mais je suis tombé presque exactement sur le même ratio. Bravo. Donc, je pense que là, vraiment, c'est ça qui m'a donné l'impression qu'on commençait à toucher un truc là, assez intéressant. Alors, excusez-moi, je relis une partie que j'avais notée sur les méduses. Ah oui, juste une chose par rapport au, entre 1 et 2 grammes de cystes par semaine par tranche de 10 litres. Je rappelle, alors Alain me confirmera, mais si vous avez des cystes de qualité, vous avez normalement 90% environ du taux d'éclosion. En prenant en compte le poids sec et le poids humide d'une noplie, du coup, euh, je crois que 1 gramme de cyste de qualité, ça donne 3 grammes de nos plis humides. Donc, j'entends là par là pas la masse sèche, hein, ni la masse avec de la flotte, hein, donc vraiment des nos plis égouttés, on va dire, ça fait 3 grammes de nos plis égouttés. Fait que, voilà, là, par exemple, si vous élevez une autre nourriture, on va dire ou que vous distribuez du congelé, hein, éventuellement, si vous élevez une autre nourriture que les noplis, ça peut vous permettre d'estimer les quantités nécessaires, par exemple. Alors, ça aussi, c'est un truc que j'ai pas dit, mais là, c'est le 1 à 2 grammes, c'est bien pour si vous avez des quantités un peu modérées, avec un peuplement mixte, avec quelques coraux non symbiotiques. Dans la vidéo de Wankoho, son aquarium de 60 litres, il le nourrit en faisant éclore tous les jours entre 6 et 8 grammes de cystes, ce qui est vraiment énorme en fait. Voilà. Bon, après, vous avez vu son bac, hein. C'est vraiment quasiment tout le volume est occupé par des gorgones, mais c'est vraiment une quantité de nourriture assez colossale. C'est pour ça que j'insiste sur l'idée que ces animaux ont besoin de manger en quantité en fait. C'est vraiment de très gros mangeurs. Et franchement, quand je vois la vitesse à laquelle ma gorgone arrive à nettoyer l'eau en une demi-heure de la plupart des noplis, ces chiffres me paraissent assez cohérents. Thibaut, Dis-moi. quel est le prix là, des cystes? Ça se vend 100 grammes, ça, enfin, je veux dire. Ouais. Généralement par pot de 1 kilo, ça coûte 160 balles. Ouais. C'est onéreux.
c'est pour ça que justement, après, on va voir la partie sur les. En fait, ça tarde d'ailleurs. Ouais, bon. Normalement, on va terminer avant minuit, hein, j'espère. Ouais, non, j'espère, parce que je Ouais, me ouais. lève tôt. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même un gros sujet qu'on résume d'un coup. Mais Hmm. ouais, je pense qu'il va falloir, pour l'amateur en tout cas, je pense que ça va commencer à devenir nécessaire d'opter pour de nouvelles proies que les Artemia. Alors, sachant que, et justement, je pense que Alain Dudé pourra beaucoup nous aider par rapport à ça, c'est que de mon point de vue, je pense sincèrement que ces animaux, ils n'ont pas forcément besoin de qualité, je pense qu'ils ont surtout besoin de quantité. Dans le sens où, par exemple, la gorgone qui fleurissait comme pas possible que j'avais au début, quand je faisais éclore les noplis, bon, alors en ce moment, je donne un peu de noplis enrichis avec du selcon, mais avant, je faisais des noplis pas enrichis, et ça semblait pourtant marcher du feu de Dieu. Ouais. Là, il y a Alain qui dit sur AF 5 grammes égale 1 million de noplis, EG et EG 8 grammes 1 million de noplis. Euh, Maintenant, il faut peser les noplis ouais, une par une et voir ce que ça donne. ouais. Mais par exemple, si vous élevez une autre sorte de proie, par exemple, si vous voulez vous lancer à cultiver des rotifères, hein, vous pouvez toujours, je sais pas moi, humecter votre tamis, les filtrer et peser votre tamis pour voir quelle masse de rotifères vous avez et faire éventuellement l'équivalence, Ok, hein. ok, ok. Ça peut être une piste intéressante. Voilà. Donc les méduses, ça me paraît intéressant. Pareil. Alors je voulais parler d'alimentation des méduses. Les méduses à l'aquarium, elles mangent majoritairement des noplis enrichis dans les proportions que je vous ai notées là. Et elles mangent un peu de congelé. Mais on base pas l'alimentation sur le congelé, tout simplement. Alors, ouais, on va de temps en temps leur donner un petit peu de jus de fruits de mer, hein, un petit pâton. Elles en mangent. Nous, on pense que ça va vraiment avoir un. D'ailleurs, franchement, pareil, mais non symbiotique, c'est pour ça que je fais ça. Ça peut faire de bons compléments, puisqu'on peut y mélanger plein d'aliments différents. On peut y mettre des compléments de vitamines, du selco, des trucs comme ça. Mais voilà, ça flingue la qualité d'eau. Mais vraiment. Quand on le fait, il y a les écumeurs qui s'emballent, les poches, on les change pas longtemps après. Je pense que c'est ça la grosse limite. Voilà, c'est ça la grosse limite. Autant les artémias, forcément, vu que ça reste très longtemps en suspension, que ça frétille, que ça stimule la capture de la proie, le gros va être mangé. On sait que quand on met du congelé, le gros de l'aliment va être gâché et va quand même polluer l'eau assez rapidement, tout simplement. Voilà. Voilà, donc tac tac. Je sais plus, je crois que j'avais d'autres trucs comme ça. Voilà. Autre alimentation, point que je voulais parler, c'est vrai que le brassage, on en parlait. Donc, comme je disais, 20 centimètres par seconde, ça semble être une très bonne base. Je pense qu'on peut faire avec beaucoup moins de vitesse parce qu'en fait, faut imaginer qu'en gros, là, ça mesure la quantité de proie maximale que ça peut capturer. Donc, dans la nature, forcément, plus le courant est fort et plus il va y avoir de quantité de particules Ouais. emportées en même temps. Et en gros, si ça capture moins à plus de 20 centimètres par seconde, il faut imaginer que là, c'est parce que les polypes, ils sont vraiment trop dans le courant pour Ouais. attraper correctement les proies au vol. Mais si vous allez plus lentement, vous en faites pas. Les polypes, ils vont capturer les proies quand même, hein, c'est pas un souci. Moi, Moi, par exemple, ouais, j'ai une gorgone symbiotique. Il faut la bastonner, hein. oui, Pour le débrassage, il ben, faut la bastonner, hein. c'est clair. Ben, franchement, vous privez pas de faire des brassages assez puissants. Évitez d'aller trop au-delà de ces fameux 20 centimètres par seconde. Mais clairement, moi, ça m'est arrivé des fois à certains de mes non-symbios de couper le brassage, de mettre les noplis dedans. Et ben, ça mangeait tout, en fait, hein. Tout ce qui Mm. touchait un polype était mangé. Donc, clairement, si ça va un peu plus lentement, surtout que 20 centimètres par seconde, ça va quand même assez vite hein, dans un aquarium, hein. On s'en rend pas compte, mais Mhm. c'est quand même un peu rapide. Voilà. Ouais, donc comme on disait, des courants plutôt réguliers, plutôt laminaires, pas trop de courants contraires. Ça, par contre, dans un de nos aquariums, on a ça et je trouve que ça fait vraiment la différence. Alterner le sens du courant. Éventuellement toutes les 6 heures et je sais plus combien de minutes pour imiter le rythme des marées. Mais ça peut être très intéressant parce que du coup, ça va faire que la colonie, elle sera nourrie plus uniformément, puisque forcément, la nourriture pourra arriver d'un sens puis dans l'autre, voilà, d'un rythme, voilà, d'un rythme de marée, j'ai envie de dire, à l'autre. Et aussi, ça va avoir un autre intérêt, c'est que les gorgones, quand même, l'air de rien, c'est des animaux qui peuvent s'encrasser s'il y a par exemple un morceau d'algue qui filamenteuse ou autre Ouais, qui ouais. va se foutre dedans. Et ça va permettre de le décrocher au cycle suivant, en fait. Donc vraiment, si vous sentez de bricoler un système avec deux jeux de pompe pour souffler dans un sens puis dans l'autre, euh, en plus de favoriser les déplacements des sédiments et tout ça, ça peut être un très gros plus.
Pareil, je crois que je ne l'ai pas noté, mais si vous sentez de faire des trucs style close loop, où par exemple vous pouvez réaspirer de la matière qui se dépose un peu trop au fond de l'aquarium pour le renvoyer dans la colonne d'eau, donc éventuellement des particules alimentaires avec, ça peut être très très intéressant. Voilà, voilà. Là, Thibaut, tu évoques les courants dans le cas de vivant, donc Ouais, il a plus de chances de rester en suspension dans l'eau. ouais, forcément. Moi, je pense aussi que, enfin, c'est ce que j'avais fait dans mon bac de NPS. Comme j'utilisais des proies inertes, Ouais, beaucoup, non, parce que j'avais aussi un distributeur de Nopli, mais donc dans le courant, avoir des courants un petit peu ascendants pour récupérer ce ouais, qui tombe, je et, vois, je le, vois. dans, et le suivre un cycle de 6 heures, ça permet aussi effectivement de remonter ce qui a pu se déposer, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est un double intérêt, quoi. ouais. Voilà, donc vraiment les bricoleurs, allez-y. Même si franchement, je pense que faut pas non plus trop se casser la tête. Moi, personnellement, j'ai juste une seule Turbelle Tunes dans mon aquarium que je bouge pas de position et ça n'empêche pas ma gorgone de bien grandir. Donc, bon, voilà, c'est juste des plus intéressants, quoi. Tac. Ça, pour le coup, faut vraiment anticiper. Mais vraiment. Surtout ces sales bêtes-là. Si vous nourrissez à balle, vous allez faire développer à balle des bestioles pas forcément désirables. À l'heure actuelle, si je suis en train de requinquer ma gorgone, c'est tout simplement parce que j'ai eu une pullulation d'heptasia, mais exécrable. Tout était recouvert d'heptasia littéralement, ça a brûlé tous mes autres animaux. Même mes vertubicoles, ils se sont mis à pousser en hauteur pour s'éloigner des heptasia. Enfin bref, ça a été une catastrophe. Ça a pris 6 mois pour que je m'en débarrasse. Donc pendant ces 6 mois, forcément, toute la nourriture que je déversais était monopolisée par les heptasia. Euh, Anticipez vraiment à l'avance les heptasia. Vraiment, ça va être le premier ennemi auquel vous allez faire face. Me concernant, j'ai réussi à me débarrasser des heptasia grâce au Bergia. Ça a super bien marché d'ailleurs. Mais voilà, il n'empêche que mon bac, il y a eu la plupart de ma population qui est morte à cause des heptasia, hein. C'est vraiment des sales bêtes. Autre souci qu'on peut avoir, c'est les hydraires. Alors, même souci que les heptasia, encore que eux, ils ont pas une croissance aussi rapide, hein. Voilà, c'est beaucoup moins problématique les Et hydraires, je t'aimes trouve, pas que les les heptasia. ophiures? Alors, justement, il se trouve qu'à l'aquarium, on a un aquarium, enfin, on a un bac qui est envahi de 7 espèces d'ophiures. Voilà, parce qu'on y distribue justement beaucoup à manger. Et Matt Wandel, il prévenait justement que cette ophiure était particulièrement chiante par rapport à ça. Et autant dire que ça peut vraiment tout tapisser. Voilà. Euh, Cette ophiure en particulier, elle appartient à une espèce, alors j'ai noté Ophiactis savingi. Elle a une particularité, celle-là, c'est que, un peu comme les astéries pour les étoiles de mer, elle dépose. Ses œufs sont pas pélagiques. En fait, ses œufs, ils sont adhésifs et ils donnent naissance directement à des mini-ophures. Donc, comme elles ne sont pas bloquées par la filtration mécanique ni par l'écumage ou quoi, eh ben, elles peuvent très rapidement proliférer dans les aquariums récifaux. Et quand on les nourrit à balle, c'est un problème. C'est vrai que je recommande beaucoup d'avoir des détritivores hein, pour remuer le sable et tout ça, hein, des Nassarius et tout ça, mais elles, pour le coup, elles vont vraiment, quand c'est de la nourriture, on les voit vraiment faire comme ça. Elles vont vraiment sortir leurs bras épineux dans le courant et elles vont monopoliser une grande partie de la nourriture. Voilà. Donc, Ophiactis savinghi, je recommande aussi de les surveiller attentivement. Il y a des labres qui peuvent les bouffer. À l'aquarium, on a aussi, alors je ne sais pas si ça va se confirmer, mais on a un petit Ostracion cubicum tout bébé, tout mignon qui attaque les ophures. Donc peut-être que les ostracidés, ça pourrait aussi être une solution. Je sais pas trop. Voilà. Autre point que je note, c'est vrai que dans mon bac, alors vu que c'est un jobert brut, hein, il n'y a pas de décante, j'ai énormément de sédimentation. Forcément, vu la quantité de nourriture que je donne, la sédimentation. Donc éventuellement, dans un aquarium, si vous voulez avoir des gobitamiseurs ou d'autres animaux qui remuent les sédiments, franchement, ne vous en privez pas, hein, ça sera une aide très précieuse. Tac, tac. Bon, et là, je pense que voilà, on va arriver sur ce qui, pour moi, est un peu le nerf de la guerre, à savoir voilà, quel aliment choisir. Voilà, comme je dis, franchement, vous pouvez opter pour du congelé, vous pouvez opter pour du déshydraté aussi. Personnellement, je reste sur mes observations. Le fait que quand même, le fait d'avoir une nourriture qui frétille, ça va forcément maximiser la capture de proie.
Le fait que ça reste vivant dans la colonne d'eau aussi, et surtout au vu des quantités que j'ai mentionnées de nourriture qui doivent être distribuées, ça commence à être compliqué, on va dire, de distribuer tout ça, enfin distribuer du mort sans flinguer la qualité de l'eau, en fait, tout simplement. Euh, voilà, voilà. Du coup, ah oui, juste une petite chose que je précise. Ah bah oui, non, mais je crois que je l'ai déjà dit, hein, que le pâton, ça me paraît quand même très intéressant d'en distribuer au moins 1 ou 2 fois par semaine, hein, parce que ça peut permettre d'apporter de bons compléments alimentaires. Alors d'ailleurs, je précise juste un truc, c'est vrai que le Selco, c'est bien niveau complément alimentaire, et pour les amateurs, qu'est-ce que c'est cher? C'est Ouais. vrai, j'ai vu, c'est environ 150 euros le flacon, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, enfin voilà, il faudrait vraiment, je sais pas, ça serait bien d'avoir du Selco format amateur, je pense. Enfin, je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui peut donner les prix ou quoi. Bah, je sais pas, peut-être Alain, Je sais pas, moi. il va peut-être donner ça, mais là, j'ai pas aucune idée des prix, moi. Hmm. Bon. Bon, si personne n'a d'autres questions, on va continuer. Ah oui. Tac, tac. Voilà. Donc, trouver la proie idéale, ça va être un petit peu compliqué, évidemment, hein. D'ailleurs, la Oui, proie c'est ça, idéale, il confirme 150 euros. oh la vache. Bref. Oh, peut-être qu'il faudrait contacter Nicolas Loduca. Lui, il a peut-être un complément intéressant qui pourrait Il remplacer le a, Selco, hein. il a. Hmm. Ok, ben, je vais voir. Ça pourrait être intéressant, ouais, à incorporer dans un pâton ou à donner à manger aux proies vivantes juste avant, ouais, ça pourrait être très très intéressant, ça. Voilà. Donc voilà les critères que je me donne pour pouvoir trouver la proie idéale, on va dire, hein. C'est vrai que je mentionne pas les phytoplanctons ni bactérioplanctons ou quoi, hein, parce que bon, c'est vrai que alors, l'élevage il est plutôt bien maîtrisé. Là, je vais rester sur le zooplancton pour parler des gorgones, des tubastréa, des dendroneftia et tout ça, parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus. Voilà, donc principaux critères, rester vivant et en suspension dans l'eau au moins 1 heure, puisque comme je dis, en 1 heure, en général, tout se fait manger. Voilà, je mets bien le et en suspension, parce que par exemple, il y a beaucoup de ciliés, enfin je pense aux ciliés comme ça, qui peuvent rester en suspension un certain temps, qui vont rester vivants dans l'eau, mais dès qu'ils vont en avoir l'occasion, ils vont essayer de se ruer sur le fond. Pareil pour certains copépodes benthiques, en fait. Il y en a beaucoup, ils vont rester dans l'eau temporairement et après, ils vont se fixer au fond et ils vont rester comme ça pour rester en sécurité. Voilà. De taille variable éventuellement pour nourrir une grande quantité d'organismes. Reproduction très rapide pour avoir des grandes quantités. Avoir une forte densité aussi, être cultivable en petit espace, ça me paraît aussi très important parce que si vous avez un bac de 100 litres et qu'il vous faut 1000 litres de culture à côté pour nourrir votre bac, ça va vraiment pas le faire. Voilà. Facile à nourrir parce que je pense que tout le monde n'a pas la patience de produire du phyto chez soi et bien sûr pouvoir être enrichi, ça me paraît aussi optionnel mais important. Bref, voilà, première proie que je mentionne, voilà, l'énoplie tout simplement. Ça, c'est un gros défaut de l'anoplie, hein, c'est que la gamme de taille est très réduite. Donc, comme je vous dis, ça peut être un bon aliment pour les gorgones à polypes relativement gros. Je précise, j'ai eu à une époque mince, la gorgone des Caraïbes, c'est comment déjà? Nodulifera, c'est la. Mince, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Elle m'a sorti de la tête, cette gorgone. Ouais, Diodogorgia Ah, Dieu nodulifera. Gorja, oui. Ouais. Elle, pour le coup, elle a des polypes tellement grands que je voyais les noplis passer à travers. Donc là, clairement, il faut passer sur des proies beaucoup plus grosses, hein. Clairement plus de l'ordre du millimètre, voire du centimètre. Voilà. Donc ça, malheureusement, ça va être un gros point. Ça peut aussi être une très bonne nourriture quand même pour les tubastréa et pour beaucoup aussi quand même d'hexacorallières, hein, franchement. Voilà. Après, ouais, c'est sûr qu'au moins on peut mettre la quantité qu'on veut, ça éclot en 24 heures, la production elle est très rapide. J'ai mis production et pas reproduction puisqu'on ne les reproduit pas par définition. En petit espace, ça le fait, tout semble bon. Mais bon, bien sûr, comme je disais, le prix des cystes, c'est quand même une galère. Aussi, la régularité pour les faire éclore, pour les filtrer, séparer les cystes, les coquilles de cystes et tout ça, c'est quand même aussi une galère. Après, c'est vrai justement, Denis, que ça m'avait beaucoup plu le prototype que tu m'avais montré d'Artemia automatique. Ça, c'est assez intéressant. Alors, pour le coup, ouais, bon, je répète, Mais ouais, cet éclosoir là, que j'avais mis en place, en fait, je pense que je devais être loin du 1 ou 2 grammes de cyste par semaine quand même. Enfin, je sais ouais, pas. Il faudrait voir, mais je mettais pas tant d'argent que ça dans l'achat de mes cystes. Donc, je ouais, devais être loin quand même. Ouais. ok, ok.
Pas mal. Je vais pas opter pour le même système que toi, par contre. Enfin, je vais essayer de bricoler alors avec des amis qui s'y connaissent un peu en électronique et tout ça. Je suis en train de voir pour essayer de fabriquer une version un peu améliorée, dans le sens où en fait les noplis, quand même, il y en a beaucoup qui vont pas forcément aller vers la lumière d'observation, hein. Il y en a beaucoup quand même qui vont se laisser un petit peu couler au fond. Et ce que je veux voir avec ces amis, c'est de créer un système qui permettrait en gros de faire décanter Systénoplie et via un système de, alors pas d'électrovanne, on va plutôt opter pour des pompes péristaltiques, envoyer les coquilles de cyste dans un contenant et envoyer les noplis dans l'aquarium et après renclencher une distribution de cystes automatiquement et ainsi de suite, quoi. Hmm. Voilà. Donc voilà, j'y travaille un petit peu, mais bon, quoi qu'il arrive, ça retirera pas le souci de, ça coûte quand même très très cher les noplis enfin les cystes d'Artémia. Les rotifs, alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence quand même entre les tailles des plus jeunes rotifs et des plus grosses. C'est pour ça qu'en taille variable, je mets pas trop ça. Les rotifs, franchement, je m'attends pas à ce que ça intéresse les Tubastrea et d'autres espèces à très gros polypes. Même ma Ménéla, j'ai des doutes parce que je remarque qu'elle a des pinules quand même pas un peu courtes, on va dire. Donc franchement, là, j'ai quand même un léger doute. Voilà, ça a quand même une reproduction rapide. Quand même, à l'aquarium, on m'a quand même expliqué que dans les conditions parfaites, avec des distributions continues, avec des aliments à base de levure et de phytoplancton et de tout plein d'autres choses, et une bonne qualité d'eau, on pouvait monter parfois jusqu'à 2000 rotifères au millilitre. Donc, il y a quand même une densité assez intéressante qu'on peut atteindre. Et surtout, ça peut être enrichi, ce qui est assez intéressant. Voilà, ça franchement, si vous tenez absolument à élever des dendroneftia ou des espèces à très petits polypes, je pense que ça pourrait être la proie vraiment pertinente. C'est bon, je vais y arriver. Voilà. Ah, ça c'est ce qui m'a, voilà, ça c'est ce qui a mené à l'existence de ces lives. Voilà, micro-verre pour le coup. Un truc que j'ai pu constater, c'est que bon, alors la taille est variable, ça c'est très intéressant. Reproduction rapide, tout ça, ça reste en suspension dans l'eau, c'est parfait, c'est génial. Bon, c'est vrai que j'ai un doute sur le fait que ce soit enrichi dans la littérature, j'ai rien vu là-dedans, mais je pense que dans le milieu de culture, vous pouvez éventuellement mettre un peu de Selco ou d'autres compléments. Personnellement, avec les miens, je mets un petit peu de spiruline. Alors, je continue un petit peu d'en cultiver, mais clairement, ça, les octocorallières ne les mangent pas. Voilà. J'ai pu observer ça à la loupe binoculaire, mais comme ils ont une bonne capacité à se faufiler, en fait, quand un octocorallière le capture, eh ben, il est capable de s'extirper, en fait. Donc, c'est pas une très bonne nourriture pour eux. Par contre, si vous êtes par exemple de ceux qui veulent juste avoir quelques beaux tubastréa en complément de vos symbiotiques dans votre aquarium, ça peut être une proie intéressante. Un animal avec des cnidocytes, il va sans problème les tuer, les paralyser, les manger. Par exemple, le Parazoanthus du tricantrion, là, comme je disais, ben, lui, clairement, il en mange énormément des micro-vers, hein. Ça l'a vraiment fait pousser d'un seul coup, en fait. Ça, c'est une très bonne proie pour ça. Tac, tac, voilà, ouais. Une noplie de un jour à côté pour, voilà, pour montrer la différence de taille, tout simplement. Les copépodes. Clairement, je sais que le copépode, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux en larvaire. Mais pour les non-symbiotiques, pour moi, il n'y a pas vraiment de débouché possible. À part, là, j'ai un tigriopus. C'est vrai que les tigriopus, on peut atteindre quand même de bonnes densités, on va dire. Surtout que ça, c'est intéressant. C'est une proie qui peut se cultiver en extérieur, le tigriopus. Ouais. Il y a Alain Ouais. qui dit qu'il a essayé le Selco avec les micro-verts, ça marche, hein. Ah, bon ben, du coup, considérez que cette case est verte. Voilà. Merci beaucoup, là. Voilà, la reproduction, ouais, ça, la reproduction et la densité, ça va être un gros souci avec les copépodes, sachant que les copépodes, il y en a beaucoup quand même qui sont cannibales, donc niveau densité, c'est un petit peu compliqué. La reproduction sur Acarcia, par exemple, alors Alain pourra me confirmer, mais j'ai vu comme quoi il faut parfois jusqu'à 21 jours pour accomplir le cycle de vie. C'est trop lent. Clairement, Hmm. c'est beaucoup trop lent. Là, pour les tailles, oui, je précise, c'est taille des plus petites, par exemple, Nopli d'Acarcia, et taille des plus grosses, des plus gros copépodes, style Tigriopus, un Tigriopus californicus, ça peut quand même être relativement gros. Ça, euh, ça, il faudra en reparler peut-être avec Jérôme de chez Écurie Marine, puisqu'il cultive quand même pas mal de crustacés et d'autres sortes de plancton. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais.
On va voir ça. Tac, tac. Ouais, compliqué. Voilà. Donc, c'est vraiment, pour moi, les copépodes, c'est un peu trop casse-gueule. Alors, évidemment, les copépodes de Poubellarium, style Tigreopus, ça pourrait être intéressant. Encore, les Tigreopus, ce sont des aparticoïdes. Donc, théoriquement, ils devraient être plutôt benthiques. Alors, j'ai quand même vu qu'ils pouvaient pas mal se déplacer en plein eau et tout ça. Donc, j'ai encore des doutes là-dessus. Donc, il faudra vraiment que je puisse en avoir plus sous les yeux pour estimer. Et Cladocère, alors ce qui est bien avec les Cladocères, c'est que c'est très très maladroit un Cladocère, hein. C'est typiquement les Daphnies et tout ça. Clairement, ça c'est pas un souci. Seule espèce que je connais de Cladocère qui s'élève en marin, c'est Moina salina. Bon, j'ai pas de raison de penser que ça serait plus productif que les copépodes. Donc j'y vois pas non plus énormément d'avantages, à part que ça, je suis sûr que c'est quand même très très maladroit et que quand même il y a une bonne gamme de tailles de proie. Alors je suis un peu moins sûr quand même pour les tailles des Noplis, j'ai vu qu'une seule source qui indiquait ça, mais bon, ça, voilà, les Noplis de Moina Salina, ça semble faire plus ou moins cette gamme de proie, donc voilà, à mi-chemin entre la Rotif et la Nopli d'Artemia. Voilà. Je sais pas si Alain dans le chat peut dire s'il a eu des petits retours sur les cladocères marins éventuellement. Oh, il va sûrement le dire là bientôt. Hmm. Et il parlait de Moana Salina, il demandait tout à l'heure. Donc j'imagine qu'il a dû en utiliser, oui. Hmm. Ok, ok. Bref, tac tac. Là, je pense qu'on va commencer à arriver aux trucs que je considère les plus intéressants. Voilà. Donc, alors, juste une petite chose, j'ai marqué 50 à 350 micromètres, même si j'ai bien dit que Fabrea Salina, comme vous pouvez voir à droite, ça peut être éventuellement plus, hein. Mais voilà, en fait, si je mets en jaune, c'est simplement que les ciliés, ils se multiplient par fission binaire. Donc, vous voyez, hop, ça fait deux individus similaires comme ça. Et le truc, c'est que si vous avez une souche de ciliés, au sein de la souche, entre les plus petits et les plus grands, ils vont plus ou moins faire la même taille, en fait, de toute façon. C'est pour ça que, par exemple, si vous voulez avoir une large gamme de ciliés, bon, ben, il faudrait au moins cultiver, je pense, deux espèces. Une qui ferait plus dans la gamme des 50-100 microns et une dans la gamme supérieure. Ça, vraiment, si il y a de la recherche pour les ciliés, malheureusement, il y en a très très peu de la recherche pour les ciliers, j'ai l'impression, dans le domaine de l'aquaculture, sachant que c'est quand même une proie assez pauvre. J'ai vu quand même que ça pouvait servir au développement de certains larvaires en complément, mais bon, clairement, c'est vrai que comme c'est pauvre en acides gras, pauvre en vitamines, c'est pas très intéressant. Mais je pense que ça pourrait parfaitement matcher avec les besoins de la plupart des non-symbiotiques, surtout les octocorallières, y compris les comatules. Ouais, ça c'est un truc que je note, mais euh, les liens sur Leptogorgia, sur Dendroneftia australis et tout ça que j'ai proposé, c'est vrai que ça semble être une proie assez commune dans la nature pour ces animaux-là. Voilà, voilà. Donc, moi, je commence mes cultures, voilà, en les nourrissant à base de lait et je vais pas tarder à mettre un brassage pour faire un petit peu comme ce que je faisais en eau douce, où je cultivais énormément de ciliés d'eau douce. Bon, j'espère qu'en marin, ce soit pas beaucoup plus compliqué. Tac, tac. Ouais. Surtout que, bon, ces animaux-là, à haute température, ils font plusieurs fissions par jour. Donc, autant dire que niveau productivité, ça pourrait quand même commencer à devenir En, assez ce énorme, hein. en ce moment, avec la canicule, c'est le moment, oui. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, voilà, quand je parle de polyculture, c'est que par exemple, nous à l'aquarium, eh ben, on a une citerne dans laquelle on cultive nous-mêmes nos artémias. On laisse pousser le phytoplancton et on laisse tout le beau monde s'autogérer, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai que par exemple, bon, c'est sûr que ça prendrait énormément d'espace, mais si par exemple il y a des amateurs de poubellarium qui ont fait des poubellariums en eau douce ou quoi, ben, je pense que ça pourrait éventuellement se retenter en marin, hein, pour avoir une très large gamme de tailles de proie. Voilà. Franchement, d'expérience, j'ai j'avais. Alain, il aime pas du tout les ciliés, hein. Ouais, ouais, Euh, je comprends, je on comprends. cherche Ah toujours à ben, les virer, ces putains de ciliés qui sont des compétiteurs et des bouffeurs d'oxygène. mais donne-les-moi, s'il te plaît. Mais oui, 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 c'est clair, je comprends l'idée. Mais voilà. D'expérience, quand je faisais des artémias adultes, ça marchait très très bien quand je les élevais en extérieur, mais en intérieur, ça donnait rien du tout. Donc, je pense clairement que ça peut être assez Ça me intéressant de rappelle faire ça. chez Bachir, sa maison à l'extérieur, il y avait je sais pas, un bac de je ne sais combien de centaines de litres Hmm. où il s'occupait pas du tout de ce truc-là et ça grouillait d'artémia là-dedans.
en Ouais, extérieur. ben, Ça ça, grouillait. c'est sûr. Surtout que ça adore la chaleur, les artémias, donc en été, c'est Ah bien bah été comme productif. hiver, Voilà, il était pas chauffé le truc, hein, mais c'est ça ouais, grouillait c'est dans clair. là. Voilà. Il paraît que, alors ça, c'est ce que disait Jérôme d'écurie marine, c'est que les tigriopus, ça continue de bien produire en hiver, donc ça peut éventuellement être intéressant aussi comme proie. Et c'est sûr que forcément, si on laisse tout plein de vis se développer, c'est quasiment sûr qu'en filtrant dans un tamis à maille très fine, on peut obtenir une gamme de proies extrêmement variée. Tout Voilà. à fait. Après, il se pose toujours les questions de la productivité et surtout de la productivité constante sur l'année, hein, évidemment. Alors, quand je parle de polyculture, c'est vrai que je peux toujours vous renvoyer sur le lien que j'avais mis dans les sources sur l'alimentation ou voilà, avec cette idée de culture un peu en mode aquaponie, on va dire, mais avec phyto et zooplancton dans des bacs séparés. Je crois qu'ils ont imaginé un système où, en gros, qui tuait les copépodes qui essayaient de partir dans la cuve à phytoplancton pour avoir vraiment une très grande quantité de phytoplancton. Ça, en effet, je pense que ça peut être un système assez intéressant. Voilà, ça, c'est aussi une autre piste que j'envisage. Et tac, et normalement, tac, et normalement, là, c'est fini. Voilà, c'est bon. Voilà, on a réussi à terminer avant 23 heures. C'est C'est incroyable. bah écoute, t'as fait un boulot, enfin je sais pas ce que t'en penses Denis, mais il a vachement bien travaillé Thibaut, hein. Oui, 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 c'est très intéressant. Bon, c'est une approche un peu différente que de la mienne, mais oui, oui, donc c'est intéressant, ouais. Alors, moi, je retiens quand même que ces nourritures, c'est pas simple, hein. Oui, vraiment, je Euh, pense pas que ce soit. Je pense ouais. que c'est Hmm. le point Mais, bloquant. mais bon, ce qu'on n'a pas dit là, dans un bac de NPS, c'est que là, tu as parlé des Tu peux coraux. arrêter le partage d'écran, ouais. Ah, Ah, ouais. J'allais juste rester Tu, là-dessus éventuellement s'il y hmm, avait d'autres questions comme sur tu les veux, animaux, mais comme tu bref. veux. ouais. Tu as parlé donc des. Attends, j'étais en train de récupérer un. Hop, hop, hop. Ah oui, tu as parlé donc des coraux, mais un bac de NPS permet d'avoir des NPS bien au-delà des coraux. Donc tu les as évoqués là, Oui, les vers tubicoles, les éponges, puis il y a un corail que tu n'as pas tellement évoqué, mais d'après ce que j'ai lu, c'est les antipatères, les coraux oui, fouets, oui. les coraux C'est vrai. noirs. Les coraux noirs, ouais, tout à Et fait. alors, Alors, moi, ouais. moi, j'en ai eu un que j'ai conservé longtemps, mais par contre, j'ai vu que ces derniers temps que ça vivait, enfin, ça se développait dans enfin, de nombreux, non, ça se développait dans des bacs, quoi. Donc, ça Ouais. pourrait être aussi un corail enfin, un corail, oui, c'est un, C'est un hexacorallière, c'est donc un il peut manger quand hexacorallière, même ouais, une donc large oui. gamme de proies. Mhm. D'ailleurs, à l'aquarium, on en a quelques-uns en quarantaine et on a remarqué que c'est quand même assez poisseux comme corail. Donc, manger de la proie fine, du mort et tout ça, je pense qu'il serait assez doué à Oui, ça. c'est des prédateurs, Ouais. hein, Après, avant je pense tout, qu'il ouais. faut. Après, je pense que quand même, il mérite de manger en très grande quantité. Mais je pense que en mangeant en grande quantité, il peut quand même manger une large gamme de proies, clairement. Vu la taille des polypes, je recommanderais quand même des noplis, puisque bon, Oui, 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 oui. je trouve que niveau taille de Oui, proie, oui, c'est quand même pas mal. mais d'après ce que j'ai lu, effectivement, il se développe avec des nouplis, quoi. Ouais. Mais oui, oui, Mhm. clairement, ça a l'air Mhm. pas trop exigeant les coraux noirs. Si, Euh, si, tous les deux, si vous aviez à conseiller un corail non symbiotique à conseiller aux récifalistes basiques, qui a un bac SPS, LPS, le euh, Tubastrea, c'est le plus simple. ben, franchement, j'ai envie de dire. Alors, typiquement, je dirais en facile, je dirais si vous voulez plutôt vous lancer dans les octocorallières et tout ça, l'Amenella, c'est une bonne espèce pour se faire la main. Ouais. Tubastrea, je pense en hexa, ça serait quand même une bonne espèce aussi pour se faire la main. Quand je dis Tubastrea, ça serait par exemple les Tubastrea orange, hein, pas les Oui, Tubastrea noirs. oui, oui. Tubastrea micrantha et diaphana, ils ont l'air d'être un peu plus compliqués, ils ont l'air de beaucoup plus manger. Euh, D'ailleurs, ah oui, je l'ai pas dit, mais Tubastrea noir aussi, c'est une des. J'ai entendu dire que soi-disant, ils mangeaient beaucoup mieux dans le noir. Alors c'est vrai que beaucoup de ces animaux mangent la nuit, hein, puisque avec les Mhm. migrations de plancton, mais il semblerait qu'eux, ils ont de plus fortes propensions à ne vouloir manger que la nuit. A priori, hein, il n'y a qu'une seule source qui a confirmé ça. Mais je pense qu'en fait, c'est pas tant la question qu'il faut se poser. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est, de mon point de vue, vu que je pense que le vivant, c'est un petit peu la base importante pour nourrir ces animaux-là, je pense surtout qu'il faut que vous expérimentiez avec des nourritures vivantes, que vous sachiez qu'est-ce qui est facile à produire
et en fonction, choisir vos animaux. Ouais. Voilà. Par exemple, si vous êtes hyper fortiche à la rotifère, les tubastréas, ça va pas forcément être l'idée, quoi. Par exemple. Les tubastréas, à ta connaissance, ça mange pas d'artémia congelée? Si, si, si. Si, hein. Si, ils veulent bien. Mais franchement, pareil, je vais me répéter, mais entre des artémias adultes, enfin, des artémias adultes vivants et des artémias congelés, franchement, il n'y a pas photo. Au bout d'une demi-heure, non, là, je parle pas de Tubastrea, je vais parler du tricantrion en partant du principe que c'est quand même des animaux qui ont une niche écologique similaire. Mais par exemple, avec mon tricantrion, quand je mets un cube d'artémia mort, je retrouve la moitié par terre, c'est mes babylonias qui les mangent, alors que quand je mets du vivant, je peux être quasiment sûr que les 90%, si ce n'est plus, je vais les retrouver dans le tricantrion, quoi. D'accord. Voilà. Moi, enfin, je dirais que oui, ça dépend des nourritures qu'on veut, qu'on peut développer. Mais il me semble quand même, si on reste dans les actionnaires, hein, moi j'avais eu des bons résultats quoi, avec les studériotes, qui sont a priori des espèces qui sont assez solides, peut-être même un petit peu zooxanthellées, à voir. Et puis les scléronephthias. Moi, j'ai eu Mm. un scléronephtha dont je ne m'occupais pas du tout, qui était près de la surverse, sous une pierre. Et de temps en temps, je voyais, eh bien, je ne sais pas, il a dû vivre 2 ans sans vraiment se développer, parce que, ben, effectivement, dans un bac communautaire, c'est pas l'idéal. Mais le peu qu'il trouvait, eh bien, ça lui permettait de vivre, quoi. Ok. Ouais. Il y a Euh, le Cavernularia aussi, qui n'est pas coloré, mais qui semblerait, enfin, qui est assez facile, enfin, reconnu comme étant assez facile, quoi. J'allais Et dire, puis après, Scleroneftia, ça, je suis quasiment sûr que ça peut manger des noplis. Donc, oui, oui, c'est vrai. avec Et puis, l'approche vivant, je recommanderais ouais. aussi. Et puis en gorgone, si on doit essayer des gorgones, c'est vraiment les gorgones avec les très gros polypes, Diodogorgia. Mais alors surtout ne pas partir sur les bleus là qu'on voit sur toutes les photos qui ne sont qu'on ne sait pas tenir, Ouais. enfin sauf cas exceptionnel quoi. Les bleus, je soupçonne que qu'elles mangent plus du fin. Ah oui, c'est très fin. Je pense qu'au rotifère, ça passera sans trop de problème, mais aux artémias, non. Mm. Non, clairement pas artémia. Là, je vous montre, enfin, je sais pas, oui, je suis toujours en partage d'écran. Siphonogorgia, ça, c'est un truc qu'on a remarqué que ça prenait très très bien les noplis d'artémia. Siphonogorgia, c'est trop bizarre. En fait, ça n'a pas un squelette de corne, enfin de gorgine, comme chez la plupart des gorgones. C'est creux, en fait. C'est assez étrange. C'est vraiment un animal un peu entre l'alcyonnaire et la gorgone. C'est vraiment du tissu rigide, on va dire, sans être ni mou ni dur. Enfin, c'est assez spécial. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a de plein de couleurs assez différentes, mais Ouais, ça, on est à peu près sûr que c'est la même espèce. notez le site que Thibaut nous a indiqué, Ouais, iNaturalist, voilà. et Après, de toute faut façon, y je pense aller. que quand la vidéo sera sur YouTube, ça sera possible de remettre les liens des sources que Je je mettrai cite, les non? liens, ouais, je mettrai les liens. Ok, impeccable. Voilà. D'ailleurs, il faudrait aussi mettre le lien, alors, en truc qui est très complémentaire ben, je crois que ça a été partagé dans le teaser. Un truc qui est très complémentaire du dessin que j'avais fait avec les gammes de taille de proie. Denis avait partagé ça, ouais. Avec pareil, hein, vraiment les différentes sortes de plancton, c'est bien plus complexe que ça, avec les gammes de taille de plancton. Ok. Oui, 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 mais Voilà. il est très bien cette présentation, elle est très bien, oui. Mm. Ouais. Je dirais qu'elle est plus artistique. Et là, Voilà. je mettrai en ligne demain. Ouais. Si c'est possible, Thibaut, tu m'envoies les liens, que ça m'évitera de les chercher sur la vidéo par Ouais. Messenger. Et Mhm. tu m'envoies ce que tu veux que je mette sous le descriptif Ouais. YouTube. Ben, plus ou moins tout ce que je t'ai déjà, Ok. ouais, tout ce que j'ai déjà mentionné, hein. En Ok. tout cas, les liens internet, ça, ouais, ça va être les plus importants. Donc Voilà. la vidéo sera demain sur YouTube. Je regarde, il n'y a pas je vois pas d'autres questions. Oh Euh, là là. Bah, c'est que j'ai plus ou moins bien répondu à tout, ce je pense que qui. l'exposé était très complet. Denis? Oui, oui, moi c'est intéressant. Bon, je voulais faire un petit peu allusion à deux, trois articles que j'avais faits.
notamment hein, sur les octocorallières. Alors, il traitait des octocorallières uniquement, mais il y a un tableau où on peut voir les espèces qui sont totalement, enfin, non symbiotiques, et puis bon, celles qui sont Mhm. potentiellement symbiotiques, et puis entre les deux. Donc, pour faire des choix, pour s'orienter, comme ça. Et Voilà. ça, on le trouve sur ton blog, Oui, sur le site, ça, sur le site. Et c'est les sur la nouvelle, octocorallières. et sur la Voilà, nouvelle page Facebook. voilà. Eh ben, écoute, c'est génial. Ouais. Intéressant. T'as fait un une super belle presse. Je te remercie. Merci beaucoup. Denis, je te remercie aussi de ta présence. Moi, je n'ai pas participé beaucoup, mais en fait, j'ai bien apprécié en tout Bon, cas, Ouais, moi, j'ai bien et apprécié. bon, l'exposé moi était aussi. intéressant. Ouais. J'ai bien apprécié. Donc, elle sera demain sur YouTube. Et je vous souhaite une Impeccable. belle fin de soirée. Alors, Voilà. ciao, Ben, Allez, ciao. bonsoir et À merci, bientôt. merci Au à revoir. tous. bonsoir, à Au Au bientôt. revoir. revoir. Au revoir.